Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Dunk Hebdo. Je suis ce soir avec Matt. Matt, comment vas-tu? Bah ça va très bien, écoute, ravi de te retrouver. On est en plein dans les playoffs, donc on va dire que c'est un peu la meilleure partie de la saison, donc c'est cool en tout cas de pouvoir en parler. Il y a des séries qui sont un peu moins bien, mais on a quand même droit à des belles séries. Exactement, comme tu l'as dit, on va parler ce soir des playoffs, du moins des playoffs qui sont en cours. Il y a certaines séries qui se sont terminées. Au moment où on enregistre, certaines séries ne sont pas encore terminées, donc on en parlera, mais un petit peu moins en détail que les autres, même si on a noté des choses intéressantes dessus. Donc l'idée ce soir, c'est de faire un petit tour des différentes séries, de définir par exemple pour les séries qui se sont terminées, quels sont les trois facteurs qui ont eu une influence, ou du moins qui ont fait basculer pour nous, en tout cas, la série. Et pour les équipes qui sont passées, quelle est la plus grosse faiblesse, justement, qui a été mise à jour, ou du moins qui a été vue et montrée, et qui pourrait servir de blueprint pour éliminer cette équipe un petit peu plus tard dans la course. On peut partir justement sur un petit programme, mais avant, le rappel protocolaire, n'hésitez pas justement à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, les plateformes de podcast, sur Twitter. Allez suivre Matt qui fait aussi des traits très intéressants et qui a aussi sa chaîne YouTube qui parle essentiellement aussi de tactique. Et puis nous, après la pause, on se retrouve pour discuter de la première série, le Cavs Heat. Alors, cette série, Cavs Heat, qui est le deuxième sweep, puisqu'on sait que c'est la deuxième équipe à s'être fait éliminer, le Miami Heat. Le Miami Heat qui justement déjà a gagné sa chance de participer au playoff et qui devient le premier dixième de l'histoire de l'NBA à se qualifier pour un premier tour de playoff et qui malheureusement a une série, on va dire, écourtée puisque voilà, le premier il n'est pas premier pour rien, le dixième n'est pas dixième pour rien. Et malheureusement, dans cette série, on a eu deux matchs à peu près serrés du côté des Cavaliers sur les deux premiers matchs de la série. Et on s'est dit, ah, peut-être qu'avec l'engouement, le public, la ferveur, et enfin voilà, et potentiellement l'absence, enfin pas potentiellement, mais l'absence de Darius Garland, que ça allait être potentiellement rééquilibré sur une fois arrivé à Miami. Sauf que non, pas du tout. La série a malheureusement pris un autre tournant à Miami. Donc on a justement cette équipe des Cavs qui a dominé le Heat en 4 matchs. Et pour toi, quels ont été les différents facteurs? Tiens, on peut partir là-dessus. Le premier facteur que toi, tu as pu voir qui fait que cette série a basculé aussi rapidement en fait d'un des deux côtés. Bah, moi j'ai mis ce qui a été un peu le relayé pas mal, c'est l'attaque de mismatch sur Oui, Tyler Hero. oui. Je pense que ça a été vraiment problématique. C'est vrai que moi, je pense, c'était sûr qu'il allait pas avoir une série serrée, mais bon, tu te dis toujours, ouais, il y aura Eric Spoelstra, qu'est-ce qu'il va nous concocter, est-ce qu'il peut nous sortir un peu quelque chose de son chapeau. Bon, au final, le deuxième point que j'ai mis, il y avait trop d'écart de talent entre ces deux équipes, surtout que Ouais. des fois, on a droit à des premiers qui sont pas très forts, mais là, Cleveland, bon, c'est plus, ils ont plus de 10 de net rating sur Oui. la saison, Oui. enfin, ils ont un peu marché sur tout le monde. Le Heat, c'était pas mal à un moment, puis après ils ont eu, je crois, au moins plus de 10 Ouais, défaites 10 défaites d'affilée, ouais. d'affilée, effectivement, après, C'était la avant de bataille du regagner pas mal play-in, de matchs, ouais. ouais. Donc c'était la bataille, fini comme t'as dit, ils ont fini dixième, premier dixième à se qualifier en play-off, mais ouais, il y a pas grand-chose à retenir, trop d'écart de talent, Mm. Cleveland qui était trop fort, beaucoup plus de guard play, beaucoup plus de De tout, profondeur presque, aussi ouais. d'effectifs, ouais, bah, en plus, Miami, bah, a perdu Butler, même s'ils ont remplacé par des joueurs qui sont intéressants, mais Tyler Hero, je pense que on n'est pas sur un tier 1 créateur, Ouais. contrairement, enfin, on n'est pas sur un joueur DH20, Mm. contrairement à À Mitchell, Butler, donc, ouais, à Mitchell aussi, ouais. je pense que, ouais, bah voilà, 4-0 Mm. et, C'est vrai que et un sweep. ce qui est plus dur, c'est qu'en fait, la moitié de la série a été disputée sans potentiellement le deuxième ou le troisième meilleur joueur en fonction de comment on définit, entre guillemets, Donovan Mitchell et aussi Evan Mobley, sans Darius Garland, tu vois, il y a quand même une bonne partie de la série, et de la série, justement, enfin, la moitié de la série qui s'est jouée sans Darius Garland. Et sur les conférences de presse, en tout cas d'après le quatrième match, on a justement Kyle Anderson qui disait, enfin qui a dit que en fait le fait qu'il ne soit pas là, effectivement ça a entre guillemets euh, fermé des portes
justement à l'attaque du 8 et qui se sont retrouvés littéralement submergés, même si les fans des Cavs ne sont pas forcément d'accord avec ça. On a vu justement à son relais un très bon Ty Jerome, Max Strus dont on avait parlé justement dans la preview, qui a encore une fois montré qu'il était important justement dans tout ce qui c'est pas en fait c'est qu'il a montré que c'était vraiment pas qu'un shooter en fait. Max Strus, où on le voit au relais, on a vu par exemple sur des actions lancées où il est trouvé fin de shoot, petit dribble de la raquette, pocket pass pour Jarrett Allen. Voilà, il a montré que c'était un joueur hyper important. Il va falloir ils auront besoin, je pense, de lui au prochain tour, puisque voilà, ce sera pas du tout le même adversaire. Ce sera une équipe qui sera déjà beaucoup plus forte offensivement et qui a aussi une plus grosse identité. Je pense que le manque d'identité aussi de cette équipe du Heat leur a joué des tours. Malheureusement, dans la Bama Adebayo un peu décevant. Voilà, globalement, toute l'équipe un peu décevante. Tu vois, t'as des matchs de playoffs entre guillemets avec Alec Burks et tout ça. Donc voilà, c'est pas vraiment c'est pas reluisant, mais voilà, l'écart de talent, comme tu l'as dit, hein, l'écart de talent était tel entre ces deux équipes que il aurait été difficile que ça en soit autrement. Même si bon, le dernier match à la maison où ta saison est sur la ligne, on pouvait espérer peut-être un petit coup de collier, un petit instant de révolte et finalement ils prennent plus de 50 points dans le dernier match après un match 3 qui a aussi été très compliqué. Donc voilà, c'est une saison un peu à oublier, à mettre de côté pour le Heat. Et parmi les faiblesses quand même que cette équipe du Heat, est-ce qu'il y a des faiblesses que cette équipe du Heat a pu mettre en exergue sur les Cavs? J'ai pas vu grand chose. Est-ce que toi tu as Non, pu voir quelque chose? moi, ce qui me fait, on va dire, c'est pas forcément le hit qui a mis ça en exergue, mais c'est plus moi j'ai mis la pression au cercle, Ouais. un peu par rapport aux stars de Cleveland qui, c'est pas des joueurs, enfin on a un peu l'impression que Donovan Mitchell est un gros driver, mais pas forcément en fait. On C'est un est plus meilleur sur shooter. un, Limite, c'est un meilleur ouais, shooter que. En gros, c'est un shooter qui est beaucoup plus fort qu'on pourrait penser, mais c'est un driver un peu moins fort que ce c'est ça, ouais. pourrait le dire ses qualités athlétiques. Ouais, je pense que sa qualité principale c'est son pull-up Ouais. et faut se méfier. Enfin, contre des défenses qui peuvent te faire jouer que ça, ou en tout cas tu te remets à ton shot making, et comme on le dit souvent, bah le shot making, si bon, même si t'as 4 matchs, enfin c'est entre 4 et 7 matchs, si ton shot making il est pas présent, et ben ça peut te coûter des matchs, ça peut te coûter une série. Donc si t'as pas un peu ce truc de aller au cercle souvent, bah ça peut poser des problèmes, et je trouve qu'ils ont pas mal de joueurs comme ça. Bah il y a Garland, Ouais. et puis il y a aussi Ty Jerome, c'est un peu pareil, Oui, même t'as s'il fait une Jérôme. super saison, mais c'est des joueurs en fait qui sont très forts sur leur flotteur, mais à voir ouais, contre des adversaires un peu plus forts qui peuvent faire des schémas contre ça, est-ce que ce sera pas plus compliqué? Et qui peuvent les attaquer aussi. Oui, Parce que c'est pas, voilà, ils ont pas pu être énormément attaqués, énormément testés sur cette série. Et justement, la série qui arrive, il y a des joueurs, en tout cas sur le périmètre, qui seront capables justement de les mettre un petit peu plus en danger de l'autre côté du terrain. Ben, je te propose justement de faire la transition sur cette deuxième équipe, les Pacers qui se sont défaits des Bucks aussi, alors gentleman sweep avec justement un match 5 gagné à la maison après un comeback vraiment triste hein, pour les Bucks, un comeback vraiment triste sur les Bucks, déjà qu'ils ont perdu le match 4 après voilà une blessure de Lillard assez entre guillemets assez malencontreux, hein, assez triste pour eux euh, qui donnait pas entre guillemets beaucoup d'espoir pour la suite de la série. Et finalement une série qui est un peu décevante dans le sens où voilà on savait qu'il y avait déjà un écart de talent entre les deux équipes, mais en plus sans Damien Lillard on donnait pas cher de la peau de Milwaukee. Damien Lillard revient, ils arrivent à prendre un match, il se blesse juste ensuite, juste après, et puis au final la série se termine voilà, sur une fin de match, on va dire un peu héroïque des Pacers et un peu un naufrage. Hein. Désolé, Doc, encore une fois, ça ouais. revient sur Doc Rivers, mais un peu un naufrage avec voilà le 3 entre le 3 points de Nembhard, le drive d'Ali Burton, le, la perte de balle de Gary Trent qui fait un super match avant. Donc voilà, on a une série qui s'est jouée entre guillemets, en tout cas qui s'est conclue sur pas grand chose,
mais au final, il y avait quand même un gros écart entre les deux équipes. Ouais, clairement, il y avait un gros écart, mais ce qui est décevant en plus, c'est que il y a certaines équipes, tu sais, on se dit, bah il y a quand même, enfin je veux dire, les Bucks ont quand même Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, Oui, qui sont, bah Giannis Antetokounmpo, c'est quand même un top 5 joueur. Lillard, il y a pas si longtemps, il était top 10. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y est plus. oui, On est quand même à affaire à deux gros joueurs de talent. On en parlait un peu dans la conversation d'un Kebdo, c'est vrai que même ce duo, je trouve, a jamais réussi à atteindre la plénitude de ce qu'on attendait. Bah, on en parlait, je pense qu'il y a la pose d'écran de Yanis qui est oui. pas assez bonne. Peut-être aussi un peu le manque de répétition, le coaching de Doc Rivers, que des fois je trouve les met pas, enfin, Et mais c'est pas en un peu, mouvement aussi. ouais, les met pas en mouvement, c'est Mm. du pick and roll peut-être un peu trop frontal, puis je pense que Lillard, c'est pas non plus un passeur chapeau 1, je sais Non. pas, enfin, Ouais. on est clairement en dessous. Lui, il a plus besoin, je sens, d'un vrai écran posé pour qu'il puisse prendre son pull-up, être un peu plus mis en mouvement, comme tu dis. Ouais. Et c'est vrai que c'est un duo que beaucoup de monde, moi y compris, je pensais vraiment que ça allait être un feat excellent. Et en fait, bah, ça a jamais vraiment trop pris. Et puis le supporting cast autour est pas bon. Moi, je trouve que Ouais. c'est vraiment, enfin, en défense, c'est compliqué. Personne arrive. Enfin, il y a plus de défense de périmètre. Non. Donc la match-up était vraiment, c'est ce que j'ai noté. Je fais une match-up terrible pour les Bucks parce que le mouvement des Pacers face à un peu ces joueurs qui arrivent pas à bouger dans le périmètre, bah c'est compliqué. Puis il y a un Brook Lopez qui est plus aussi rayonnant qu'avant dans la protection de cercle. En fait, je trouve qu'on arrive clairement à une équipe en fin de cycle là. Ouais. Middleton était pas beau, Il était plus était là. plus très bon. Il a Oui. été Ouais. tradé. Ouais. Bon, les Kevin Porter Jr., Kyle Kuzma, tout ça, c'est des joueurs trop faibles pour des joutes de Ouais, playoff. Donc, ouais, ils ont apporté un peu, tu vois, apporteur jeune, il a apporté un peu d'énergie, et tout ça, mais malheureusement, c'est pas suffisant, tu vois, c'est ça, c'est ouais. pas suffisant, l'énergie, il faut un peu plus que ça, quoi. Et, moi, dans les choses qu'on avait notées, tu vois, au niveau de l'écart, t'as parlé, justement de Brook Lopez. À un moment, Brook Lopez, il a été sorti parce que l'équipe a voulu, arrêter de faire du drop, quoi. L'équipe Ouais. a voulu arrêter de faire du drop pour essayer de garder tout en face, de faire un peu de switch pour couper le jeu de pénétration, puisque voilà, parmi les clés de la série que nous on avait vu, hein, on a la première chose que notamment que tu avais noté, c'est la notion de drive and kick. On voit que sur le premier tour, par exemple, les Pacers, c'est une équipe qui a beaucoup drivé. Visuellement, ça s'est vu. Mais en plus, dans les stats, ça s'est vu. C'est une équipe qui a beaucoup drivé et qui a beaucoup fini. Hein. C'est une équipe qui a été très à droite, notamment sur les 3 points dans les coins, justement à partir de ce jeu en drive and kick. Et ben, malheureusement, voilà, la défense de périmètre est trop poreuse et permettait trop de drive, qui fait qu'au final, tu devais compenser. Comme les défenseurs des Bucks sont très peu, on va dire, actifs, loin du ballon, ben malheureusement, ça s'est mal fini pour eux. Ils n'ont pas été capables de contenir tout ça. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Puis là, moi, j'ai mis le dernier point. Je pense que le dernier truc, ça a été là vraiment la blessure de Lillard, où Oui, on aurait pu avoir un espèce de motif d'espoir, mais on a vraiment l'impression que ça a tout terminé, même si les Pacers ont eu énormément de mal à défendre Yanis, oui, mais il était trop seul, oui, quoi, en fait, au bout d'un moment. Bah, il pouvait pas, ouais, quand t'as pas un relais ou t'as pas l'effectif non plus qui est adapté à ton jeu, ben, ouais, ils ont pu, même si lui, il y a pas grand chose à lui reprocher, mais hum, c'est là où tu vois que un supporting cast autour est très hum, important en playoff. hum. Alors, t'avais noté un peu en off la notion de jeu offensif léché proposé justement par ces Pacers. Est-ce que tu veux un petit peu élaborer un petit peu plus dessus? Ouais, bah, ce qui est intéressant avec eux, bah, il y a beaucoup d'attaques en mouvement et puis Oui. il y a aussi beaucoup de ball handlers. Mhm. Ça aussi, bah, c'est un peu ce qu'a bien faire le coaching staff de Indiana. C'est avoir plusieurs. L'année dernière, il faisait pas mal ça aussi, d'avoir plusieurs ball handlers sur le terrain. En même temps, en avoir trois ou quatre, même des fois. Et ce qui fait que, bah, comme tu as dit, c'est beaucoup de jeux de drive and kick. Oui. En plus, bah, avec Miles Turner, ils peuvent se faire un peu plaisir. C'est un pivot shooter, donc Mhm. en termes de spacing, c'est bon. Même avec un Pascal Siakam, qui est pas forcément sa force, mais vu que c'est un joueur qui aime bien driver, qui Oui. a du passing, je trouve que qui peut attaquer aussi un close-out. Finalement, c'est pas des joueurs c'est des gars qui sont pas forcément des spacers à la base, mais je trouve
il blesse pas ton spacing entre guillemets. Tu lui donnes la balle, il saura quoi en faire. Ça va être un drive, ça va être un kick, il va pouvoir aussi reappeler un mismatch. Donc c'est vraiment une attaque, je trouve, qui est fluide, qui est en mouvement. Donc ça va être intéressant à voir aussi pour le prochain tour. Effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui prennent des décisions rapides. Tu vois, tu as parlé de Pascal Siakam. Bon, quelque chose que j'ai noté, enfin, en tout cas dans ce que j'ai pu voir justement de cette série, c'est la capacité de Pascal Siakam à attaquer très vite les mismatchs quand il y a un joueur plus petit que lui. Alors, c'est vrai que le spacing qui était autour de lui aussi joue, hein, parce que quand tu vois qu'il y a de l'espace, tu peux poser deux dribbles pour te rapprocher et après aller finir enfoncer ou jouer un peu son post-up. Il a fait ça assez bien. Et puis, parce que, encore une fois, hein, la notion de, tu vois, deux dribbles, je reçois la balle, deux dribbles maximum, je suis déjà au cercle, je tiens, c'est quelque chose qui un peu cassé justement avec ce jeu de drive and kick et qui donnait des options un petit peu plus, on va dire, une autre option sur le jeu de demi-terrain quand justement toute la première partie de drive and kick ne passait pas. Mais bon, ça a pas été, les Bucks franchement étaient beaucoup trop faibles en tout cas sur la série. Donc les Pacers avaient beaucoup trop d'armes pour que la série dure longtemps, notamment en plus avec l'absence de Damian Lillard. Est-ce que tu as noté par exemple une faiblesse potentiellement que cette équipe des Bucks aurait exposée euh... Je pense pas qu'ils l'ont exposé directement, mais Ouais. ça manque, je pense, en tout cas pour les prochains tours, d'un joueur, pardon, à fort usage. Ouais. On le sait, c'est un peu le défaut de Haliburton et Oui. même Siakam, qui sont pas des joueurs. Alors Siakam, c'était moins le cas à Toronto. Peut-être qu'aussi c'est les schémas qu'a bien pratiqué Rick Carlisle. Mais en fait, personne n'a un usage au-dessus de 25%. Et alors après, c'est un peu les forces de leur faiblesse, on Ouais, va c'est dire. ça. C'est une force à la fois parce que tu fais beaucoup de mouvements et t'es un peu, les équipes savent pas trop, tu t'es un peu une inconnue, on va dire. Tu Mhm. sais pas d'où la création va partir, mais ça peut aussi poser problème si à un moment, si un joueur doit prendre un peu la responsabilité, le jeu à son compte, c'est là où Haliburton va être un peu attendu au tournant. On a un peu le théorème Chris Paul des fois Ouais. avec lui où il est ultra efficace mais il a pas un fort usage ou Mhm. tu vois donc ça va être intéressant de voir sur les prochains tours quand ils vont rencontrer justement les Cavs ou peut-être on en parlera après mais des défenses plus fortes et Mhm. qu'il y a un moment donné tu vas avoir besoin d'un peu d'héliocentrisme entre guillemets de la part d'Haliburton. Est-ce qu'il va être capable vraiment de faire ça? Mhm. C'est vrai que c'est un joueur qui a été quand même plutôt propre, entre guillemets. On lui reproche justement parfois d'être un peu trop propre, justement, et de pas, pour éviter d'avoir du déchet, de pas forcément augmenter son volume. Mais voilà, c'est vrai que comme tu l'as dit, il est très bien épaulé. Tu vois, Andrew Nembhard qui fait une super série. Moi, j'ai pas mal aimé, en tout cas, ce que j'ai pu voir de Aaron Nesmith. Voilà, qui s'est bien battu des deux côtés du terrain, qui a été aussi précieux, notamment dans le dernier match de la série. Donc, à voir si ces joueurs-là pourront continuer justement à épauler le duo de joueurs majeurs. Moi, j'ai noté qu'ils n'ont pas été exposés face à un meneur dynamique. Parce que après le match qu'ils ont perdu face à Lillard, tu vois, il y avait du pick and roll très haut. Et on a vu qu'il y avait quelques séquences. D'ailleurs, il y a un blogueur des Cavs justement qui faisait une preview de la série qui a montré qui a montré dans un article quelques clips où justement le fait qu'il y ait des pick and roll hauts joués avec Damien Lillard, en fait ça met un peu en difficulté, a mis un peu en difficulté comme il a le dynamisme et le tir, ça a pu créer justement quelques brèches dans cette défense là et on sait que justement le jeu avec des pick and roll hauts et du jeu en mouvement, c'est ce qu'ils vont retrouver au deuxième tour avec justement Darius Garland si il arrive à revenir en santé et Donovan Mitchell. Donc c'est quelque chose qui pourrait potentiellement leur poser problème, qui n'a pas beaucoup été exposé puisque Damien Lillard n'a pas joué beaucoup cette série, mais qui pourrait potentiellement leur poser problème au tour suivant. Oui, 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 c'est sûr. D'ailleurs, je me demande, on en parlait en off, que Indiana avait joué pas mal de zones cette Ouais. saison. Donc, je suis curieux de voir est-ce que Rick Carey va sortir cette carte tôt dans la série, parce que c'est sûr que là, des joueurs dynamiques, il y en a un paquet du Ouais. côté de Cleveland entre Mitchell, même si Garland, admettons, n'est pas là sur le début de la série, il y a quand même Ty Jerome, il y a Ouais. Max Strus aussi, t'en as parlé. Les ailiers, ouais. Ouais, il y a même un peu du Sam Merrill. Alors Mm. c'est plus de la création indirecte, mais Ouais. c'est des shooters en mouvement, donc faut aussi les surveiller. Et puis les Cavs
ils ont pas mal de flexibilité de line-up aussi. Ils peuvent jouer avec small ball un peu s'ils veulent, ils l'ont déjà fait. Donc c'est une équipe qui peut te mettre un spacing quasi parfait par séquence. Donc à voir comment Indiana va défendre tout ça, parce que c'est pas non. Ils ont été meilleurs quand même cette année en défense, mais Oui. c'est pas une équipe non plus qui est tellement réputée là-dessus. Et puis Cleveland avait fait du mismatch hunting avec Hero. Là ils peuvent le faire avec Haliburton, tout ça. Ça peut même un peu avec Miles Turner. Et s'ils l'attaquent beaucoup en drop, tu m'en parlais en off. S'il y a beaucoup de drop, le pull-up à 3 points, ils auront cette arme-là. Ouais, clairement. Je te propose justement de switcher, de rester à l'Est et de passer d'une équipe qui... on passe d'une équipe qui a des joueurs dynamiques sur le périmètre à une équipe qui a été éliminée, qui n'en a pas. On passe sur le Orlando-Boston. Le Orlando-Boston qui... c'était un peu un style... comment dire, on était sur deux grosses défenses, vraiment deux grosses défenses, sauf qu'il y a une des défenses qui a une bien meilleure attaque que l'autre, et ça s'est encore démontré. Parmi les choses que moi j'ai pu voir, en tout cas parmi les choses qui ont été exposées, d'ailleurs on rappelle que voilà, le Magic a perdu la série 4-1, avec les deux premiers matchs où c'était un petit peu compliqué pour eux, un troisième match plutôt solide. Et ensuite, c'est le match 4, je crois. Oui, c'est le match... non, c'est le match 3 qui gagne. Le match 3 ou le match 4 qui gagne. Je ne sais plus exactement. Non, je pense que c'est le 4. Attends, j'ai un doute maintenant. Non, c'est peut-être le match 3, t'as raison. Il y a 2-1, 3-1 et 4-1. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est le match... donc, ils en gagnent, en tout cas, ils en gagnent un des deux à la maison sur un money time bien géré avec une dernière option où il laisse Boston n'a même pas le temps, entre guillemets, de prendre le tir. Je crois qu'il reste 0,3 secondes au moment où ils font la remise en jeu qui est bien interceptée. Et un match 5 après où Boston un peu plie l'affaire à la maison en justement utilisant un peu Paolo Banchero contre lui-même. Ils lui font prendre des fautes assez rapidement, notamment Jaylen Brown qui lui fait prendre des fautes rapidement, et là il sort et l'attaque entre guillemets d'Orlando explose parce que plus personne n'est capable de générer un tir. Parmi les gros points qui ont entre guillemets les gros points, si on prend les trois gros points les trois gros facteurs entre guillemets qui ont défini cette série, la première chose qu'on a noté ensemble, c'était la notion d'agression offensive. Effectivement, on voit que Boston a utilisé beaucoup l'agressivité des joueurs d'Orlando contre eux, avec notamment Jason Tatum et Jaylen Brown qui ont été très forts pour aller provoquer des lancers. Orlando a su réduire justement les 3 points que pouvait prendre Boston d'un point de vue volume. Mais en fait, le drive and kick et puis s'est transformé en drive and foul, quoi, parce que les mecs faisaient des fautes. Et voilà, Tatum a bien insisté sur la notion de physicalité. Est-ce que tu as d'autres points, toi, que tu voulais, pour toi, qui ont fait la bascule dans cette série? Oui, je pense que c'est une surprise pour personne, mais c'était attendu. C'était le manque de spacing, forcément du côté du Magic. En attaque, c'était compliqué parce que à chaque fois que Banchero voulait créer, il y avait pas, pour faire des kick-out à un shooter qui n'était pas respecté, du coup ça a fait un peu bugger cette attaque. Ça a été un problème toute la saison pour Orlando, et malheureusement ça a toujours été un problème. Et il y a même KCP qui a pas fait une super saison à 3 points, ça a un peu continué là. Oui. Où, il avait un peu signé pour ça, pour toujours ne pas perdre en fait en défense, mais du coup gagner en 3 points, malheureusement c'est sûr que ça a pas trop marché de ce point de vue là. Et en fait, le problème c'est que leur bon shooter, il y a Cole Anthony, notamment en play-in, c'est un peu lui, je trouve, qui les a sauvés par un peu son dynamisme et son shooting à 3 points. Sauf que le problème c'est qu'il est injouable dans ce genre de série, parce qu'il va se faire cibler de l'autre côté. Oui. Et c'était un peu la stratégie d'Orlando qui a pas mal marché, moi j'ai trouvé, où en fait Boston aime bien chercher un mismatch adverse, et là il y en avait pas en fait du côté d'Orlando. Ils switchaient sur tous les écrans, et souvent ils essayaient de faire switcher Wendell Carter Jr., mais lui il arrivait bien à tenir. Donc côté attaque Boston et défense Orlando, je trouve qu'ils ont quand même trouvé des solutions pour gêner Boston.
Mais le problème, c'est que tu le payes de l'autre côté, c'est que t'as un non-spacing et bah l'attaque, puis même le manque de créateurs un peu implacable entre guillemets, où bah Banchero, ouais, il a fait quelques bons trucs quand même, j'ai trouvé sur certains matchs, mais bah le pas assez efficace au scoring, je pense que c'est un Ouais. peu son problème. Ouais, c'est vrai que Boston, dans un des autres facteurs qu'on peut noter sur cette série, c'est que Boston a voulu transformer Banchero essentiellement en scoreur. C'est-à-dire que, voilà, couper entre guillemets la partie playmaking en faisant en sorte qu'ils prennent énormément de tirs. Et on l'a vu, tu vois, on l'a vu faire des sorties d'écran, on l'a vu faire un peu, enfin, prendre des tirs un peu partout sur le terrain. Et Boston avait essentiellement beaucoup de matériel pour le défendre. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien géré. En tout cas, je trouve qu'ils sont arrivés quand même à contrôler le volume que pouvait prendre justement Banchero. Et en plus, ils ont joué avec le volume contre lui, puisqu'au final, à mesure qu'il a pris du volume en attaque, ben, eux, de leur côté, ils ont compensé à l'exploiter un petit peu plus en défense. Justement, parce qu'il était un petit peu, c'était plus difficile pour lui, notamment, on l'a vu souvent, enfin, se faire prendre de vitesse par Jalen Brown. Il a eu un peu plus de difficultés, comme ça, même au niveau de son tir. On a vu que parfois, on lui mettait, il a pu avoir du Jalen Brown, il a eu du Jason Tatum, il a eu du Kristaps Porzingis un peu quand il devait prendre son tir de loin qui venait contester d'un peu plus loin. Il a eu du Al Horford. Donc vraiment, enfin, Boston avait exactement le matériel qu'il fallait pour le défendre et le fait qu'il n'y ait pas vraiment de shooter derrière, puisqu'au final, tu vois, sur la série, c'est Banchero qui est le joueur d'Orlando qui a mis le plus de 3 points de alors que c'est le joueur qui est censé justement bénéficier du spacing et c'est lui qui était obligé justement de déclencher les paniers puisque voilà Franz Wagner n'a pas eu d'adresse sur la série comme tu l'as dit KCP n'en a pas eu beaucoup non plus Da Silva non plus donc voilà ça a été une série entre guillemets compliquée très compliquée pour eux offensivement Orlando mais on a aussi, tu avais pu noter une autre chose sur notamment le guard play. C'est quelque chose qui a marqué vraiment la différence de guard play entre les deux équipes. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais, plus là-dessus? Ouais. oui, oui, bah moi je trouve que bah quand tu fais la différence entre les deux, ou de l'autre côté bah t'as Derrick White, Ouais. des joueurs comme ça, Grand Jrue Derrick Holiday, alors White encore une fois. qui a pas non plus, alors Jrue Holiday n'a pas joué tous les matchs Ouais, parce c'est que blessé. bah il a Ouais. eu des problèmes de Ouais. blessures. On a aussi Peyton Pritchard Mm. qui cette année fait une bonne saison, donc ça te fait déjà trois joueurs dynamiques, enfin qui peuvent porter la balle, des petits, enfin des guards entre guillemets. Et quand tu regardes du côté d'Orlando, bah t'as personne. Mm. Corey Joseph, Mm. bah je dirais le plus dynamique c'est Cole Anthony, mais comme je disais, il est injouable parce que bah il va se faire cibler de l'autre Il côté. était blessé aussi. Il a eu des Et petites je trouve blessures. que c'est ce qui manque quoi à cette équipe d'Orlando. Bah déjà le problème aussi c'est que Banchero, Boston passait sous les écrans, vu que tu respectes pas son pull-up. Donc déjà pour créer un premier décalage c'est compliqué. Mais au-delà même du shoot à 3 points, ouais, je pense qu'il leur manque des joueurs un peu dynamiques. Des joueurs qui pourraient faire des ghost screens pour Banchero, des choses comme ça. Mm. Je pense que c'est vraiment ce qu'il leur faudrait parce que c'est trop statique en fait. Même si, parce qu'on le voit, il y a des équipes qui ont pas non plus un super spacing, mais qui arrivent quand même à créer du jeu parce qu'ils ont des joueurs un peu plus dynamiques. Et je pense que Orlando, c'est un peu ce qui manque, surtout que bah, les Banchero et les Wagner qui ont un peu ce côté robotique, je trouve, dans leur manière de jouer, dans leur façon de driver, un peu de dynamisme, je trouve, casserait un peu ce côté un peu trop robotique qu'a tendance à avoir l'attaque d'Orlando. Mm. Clairement. Clairement, clairement. Et parmi les faiblesses, on a vu que, enfin voilà, cette équipe d'Orlando a quand même bien défendu hein, cette équipe de Boston. C'est vrai qu'il y avait un delta d'un point de vue talent, notamment, tu vois, je trouve qu'ils ont réussi à bien limiter la transition de Boston. Enfin, Boston n'a pas beaucoup couru. Hein. Alors oui, il y a eu un passage dans le match 1, je crois que c'est dans le au début du troisième quart-temps, où justement il y a pas mal de pertes de balles et Boston met pas mal de contre-attaques. Et après, il y a une séquence au game 5. Alors, c'est pas vraiment des contre-attaques, mais c'est des coups de play. Justement, d'ailleurs, Azad qui l'avait fait remarquer justement à Joe Mazzulla en conférence de presse, où il disait, voilà, ils ont joué, par exemple, le même play 3 fois de suite. Et bah,
au final, ils ont obtenu 3 points consécutifs, voilà, pour finir de faire exploser cette équipe, pour mettre le coup de grâce sur le match 5. Voilà, grosse différence. Par contre, on voit que cette équipe d'Orlando a pu exposer peut-être quelques faiblesses de Boston. On avait noté justement Porzingis. Au final, c'est la seule chose qu'ils ont potentiellement pu enrayer, c'est justement le post-up de Kristaps Porzingis, qui a été un petit peu moins efficace, qui était un peu plus en délicatesse avec son tir sur la série, mais qui était un peu envoyé plus loin sur ses post-up, qui le rendait un petit peu moins intéressant, qui les rendait un peu moins intéressants. Oui, clairement, c'est vrai que bah, déjà je trouve même pendant la saison régulière, il y a beaucoup d'équipes qui ont, je pense qu'ils ont pas mal scouté un peu le truc de se dire bah on va le laisser poster, puis de toute façon c'est pas un joueur quand il te poste qui va jusqu'au panier, donc les équipes en fait généralement là où ils faisaient un peu son beurre Porzingis, c'est qu'il allait chercher des lancers francs. Les mecs faisaient faute, donc bah forcément tir plus rémunérateur du basket, bah ça te fait un point par possession qui est très élevé. Je crois que l'année dernière en post-up il était un des Ouais, plus efficaces, si c'était c'était le même le meilleur plus de efficace, NBA, ouais. l'an dernier, ouais. Et sauf que je pense que il y a eu une correction par les coaching staff, ils ont dit bah non en fait arrêtez de faire faute, ça sert à rien. Il va pas jusqu'au cercle, laissez-le prendre son pull-up. Ok, peut-être que des fois ça rentre, mais il y a plein de fois où ça va pas rentrer. Et ces équipes ont un peu commencé à faire ce pari-là, et Orlando a fait ça aussi, j'ai trouvé. Donc ouais. Puis moi j'ai mis aussi peut-être la dépendance au mismatch hunting Oui, du côté de Boston. oui. Où là en tout cas, alors il y a des séries, je pense que ça va super bien marcher, mais c'est vrai que là ça a pas vraiment marché. Et c'est peut-être un peu des fois le défaut de Boston où ils ont tendance à un peu trop être axés là-dessus. Et puis même quand ça marche pas, ils continuent là-dessus. Et puis c'est surtout ils font de l'attaque de mismatch, mais c'est pareil, c'est pas des fois c'est pas forcément pour aller au cercle, c'est beaucoup axé sur leur pull-up. Donc ouais, attention à ça sur certaines séries, peut-être la dépendance au shot making, même si c'est aussi leur force. Ouais, le shot making de Tatum sur cette série, si tu dis pas qu'il a raté un match parce qu'il s'est fait mal au poignet sur la fin de la série, voilà, il a rentré quand même des Mm. tirs, et puis sur l'ensemble de la série, même au niveau des lancers, il a été irréprochable là-dessus. Je te propose justement de finir notre tour de l'Est avec l'une des séries qui, toi, en tout cas, t'as bien passionné, puisque t'as pu faire pas mal de trades tactiques dessus. T'as même eu l'occasion d'avoir des échanges, des luttes verbales avec quelques fans des Knicks. Bon, on va parler de l'une des séries les plus haletantes de cette conférence Est, le fameux Knicks Pistons, pardon, qui justement s'est fini sur un 4-2, une victoire des Knicks en 6 matchs, avec 4 matchs remportés, mais avec une série beaucoup plus serrée que ce que pourrait dire le score, et que au final, si ça s'était fini en 7 matchs, ça aurait pas été volé pour ces Pistons qui n'ont pas démérité. Bah, je te propose justement de partir sur les 3 facteurs clés pour toi de cette série. Quel a été le premier qui toi, t'a sauté aux yeux durant la série? Bah moi j'ai mis le clutch, Ouais, c'est clairement un peu ce qui a fait basculer parce que ouais, c'était une série vraiment ultra serrée ouais. et il y a eu, je crois j'ai noté, il y a eu 5 ou 6 matchs dans le clutch. Mm. Donc c'est en gros c'est c'est Il y a quasiment l'intégralité des l'intégralité de la matchs. série, ouais. Je crois que c'est seulement le game 1 qui doit pas se jouer dans le clutch, mais c'était du shot making de Cameron Payne Oui, au ouais, game bah 1 oui. qui fait gagner les Knicks, un peu sorti de nulle part, mais Mm. bon après ça fait partie Les du jeu, playoffs, ouais, c'est mais ça. ouais. Mais ouais, bah le clutch, puis en plus il a reçu le trophée Jalen Brunson de Clutch Player of the Year. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que là-dessus bah à chaque fois franchement il les a sortis de bah notamment le dernier match sur le Osar Thompson qui fait des super défenses sur lui. Mais c'est vrai que là la dernière action qui vient closer la série, il pouvait pas faire grand-chose. Enfin, en tout cas il a fait un super crossover plus le pull-up à 3 points. Mais Il a contesté quand même, hein. ouais, mais c'est vrai que bah surtout que Ossar a vraiment fait moi je trouve un super travail sur Ouais. lui. Il a vraiment fait galérer Brunson parce que bah c'est un peu je l'avais dit dans les previews, mais déjà il avait embêté Shea pendant Ouais. quand Ozar Thompson était dans sa saison rookie. Et il y a un peu une ressemblance des fois dans le pattern de shoot, comment ils aiment bien attaquer leur spot. Le hockey Donc jockey un peu. ouais, du coup, je me suis dit, je pense que ça va être enfin, ça peut être compliqué pour Brunson de se trouver des paniers faciles. Et je pense que ça a été le cas une bonne partie de la série. Par contre, c'est vrai que son game, le dernier, le match 6,
Il a fait un super match 6. Je pense que Thibodeau aussi s'est bien ajusté. Ils ont essayé de créer un peu plus de spacing, d'attaquer par les côtés, de faire des choses comme ça. Il y a aussi eu quand il a eu Schroeder, il y a des fois je trouvais il attaquait peut-être pas assez. Mhm. Là il l'a pas mal attaqué frontalement. En tout cas les autres matchs c'était plus justement dans le clutch où il attaquait un peu Schroeder en post-up. Enfin il profitait un peu de son côté plus physique. Après c'est vrai que je comprends pas aussi le match 6 pourquoi Bickerstaff a fait sortir Ouais, il a sorti. il fait sortir Thompson à un moment. Mm. Je pas trop compris pourquoi, mais bon en tout cas. Ouais, premier point, le clutch, ça a vraiment été, ça a été clé dans cette série, Mm. quoi. Ouais, le clutch et même le shot making au global, hein, le shot making, Oui. la capacité à pouvoir prendre et mettre des tirs difficiles. On voit que voilà, Jalen Brunson, même s'il n'est pas forcément hyper efficace sur la série, ben, quand il a fallu revenir, alors de mémoire, c'est dans le match 4, dans le match 4 où justement les Pistons commencent à se détacher, il a fallu mettre quelques tirs. Ben, Jalen Brunson, voilà, il prend de vitesse son vis-à-vis, il arrive à aller sous le cercle. Il y a le shot making aussi de Karl Anthony Towns, aussi dans des moments Mm. clés où voilà les bombes à 3 points qui balancent sorties de nulle part. Voilà, tout ça, ça joue. Et dans justement ces moments clutch où il a fallu mettre des tirs, ben, derrière, les Pistons n'avaient pas d'option, entre guillemets, aussi, euh, on va dire, stoïque, en quel on pouvait avoir autant confiance que ce qu'il y avait au niveau des Knicks. Et effectivement, ton deuxième point sur dans les facteurs qui ont joué sur la série, c'est le pull-up à 3 points de Cade, effectivement. Ouais. Bah, je trouve que contrairement justement à Bronson où lui, comme t'as dit, il a mis des shoots à des moments clés. Il y a eu des fois des gros pull-up à 3 points contestés Mhm, qu'il a réussi à rentrer. C'est vrai que en plus Cade, lui, c'était en fait surtout moi ça m'a frappé surtout le match 6 où en fait le schéma d'Enix en fait il faisait du edge, c'est il montait pour cacher Bronson. En mhm, fait les Pistons ciblaient Bronson quasiment l'intégralité de la série, donc ils le faisaient monter très haut et ils l'ont fait passer sous l'écran. Donc en fait il y avait un moment où Cade avait son pull, enfin il avait une poche pour armer son pull-up, ce qu'il a fait. Mais il en a moi je trouve qu'il a dû en rentrer un, mais sur peut-être 10, j'ai pas les chiffres là exacts, mais ça m'a frappé, il en a quasiment en fait jamais rentré mhm. dans ce match-là. Et vu qu'à chaque fois on a dit c'est des matchs qui se finissent dans le clutch, bah ça a été clé. Et puis même sur la fin, même la dernière action qui joue, bah c'était pas un très bon play où il prend un shoot contesté. Et bah, c'est là où tu vois la différence quand même avec Bronson, où lui, Ouais, bah, il a réussi à se créer des tirs. ouais. C'est un peu ce qui a manqué à Cade. Il a aussi, je trouve, bah après c'est le défaut de son profil, on l'a dit et répété, mais sur la série, il est pas du tout efficace au cercle. Mhm. Et c'est un peu le problème encore de son jeu. C'est autant à mi-distance, sur les flotteurs, des fois il a bien réussi à jouer avec sa taille, mais dès qu'il faut aller, enfin il y va au cercle, mais dès qu'il faut finir efficacement, ça c'est toujours un problème. Mhm. C'est vrai que dans le cas de, tu vois, par exemple, si on compare à Brunson, tu vois, il y a la notion de, en gros, son shot making, entre guillemets, a plus de valeur que ce que va dire la shot location, quoi. C'est-à-dire que Mm. c'est quelqu'un qui va être très adroit, notamment sur toute la partie flotteur, tout ça. Là où Cade, même si il a un peu ça dans son jeu, mais il est beaucoup moins implacable là-dessus, quoi. Notamment pour, tu vois, comment ça va être, Jalen Brunson, c'est quelqu'un qui arrive pas mal à créer de la séparation en reculant. Là où Cade est plus dans la Ouais, création de séparation en avançant essentiellement. c'est ça, ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est l'un des joueurs cette saison, tu vois, encore une fois, c'est l'un des joueurs qui se fait le plus contrer en NBA, Cade. C'est aussi pour ça. Mais c'est des choses sur lesquelles il va pouvoir progresser aussi le guard play, en vrai. Parce que, tu vois, Brunson, on parle de shot making, mais aussi, Brunson, il perd pas la balle. Il perd pas la balle parce il shoot beaucoup. Il shoot beaucoup. Là, ok, tu vois, il y a pas mal de pertes de balles qui peuvent être évitables. Et voilà, je pense que c'est un axe, entre guillemets, de progression qu'il pourrait avoir, notamment si ces Pistons veulent aller un petit peu plus loin en playoff dans les prochaines années. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a été rafraîchissante. Quelque chose qui est intéressant dans les facteurs, moi, que j'ai trouvé pas mal, c'est la difficulté justement des Knicks à contenir Jalen Duren sur tout ce qui est short roll. Ils ont eu pas mal de mal hein, avec le short roll, Mm. les cuts et tout ça dans le dos de la défense. Et je pensais qu'ils se seraient quand même pas mal ajustés, mais ils ont vraiment eu du mal, puisque après, Duren, il a fait ça vraiment dans les bons timings, tu vois, il était pas,
ni trop rapide, ni trop lent. Donc, il arrivait à non seulement recevoir la balle et prendre la bonne décision. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans une équipe où il n'y avait pas forcément un spacing aussi aussi exceptionnel que ça, hein. Bon, il y en avait un petit peu, mais aussi exceptionnel que ça. Donc c'est de bon augure en tout cas pour Détroit, mais ça peut laisser présager de mauvais quarts d'heure pour les Knicks. Ouais, clairement, ouais. Bah ouais, je pense que ça va être compliqué dans le sens où ce qui a mis en faiblesse Détroit du côté des Knicks, je pense que, enfin, c'est même sûr, enfin, Boston va faire pareil, je pense, mais en plus, ils auront le Le talent en matériel, ouais, le plus talent, ouais. pour le faire. Et le matériel avec encore plus de talent, parce que là où les Pistons ont mis Tobias Harris sur Karl Anthony Towns, Ouais. et on a vu que des fois, je trouve que ça a pas trop mal marché, même si des fois quand même Towns, bon, on l'a vu, il a pris l'avantage. Mhm. Là, je pense que Boston va faire pareil, sauf qu'ils vont mettre Tatum. Ouais. Et C'est là, pas par la contre, même, ça va être beaucoup plus compliqué. c'est pas la Je même pense histoire. que ouais, les post-up de 4, je suis pas sûr que ça passe Ouais. autant. Et Mhm. donc, c'est là en fait où ça m'inquiète un peu. Et puis il y a aussi Porzingis ou en tout cas ou Ouais, sur Cornet. Josh Hart, qui vont les mettre sur Josh Voilà, Hart, en fait. c'est ça. Mhm. Et c'est même sûr. Enfin, Joe Mazzulla adore ça. Il l'a fait contre Dallas, il l'a fait toute la saison. Donc je Mhm. serais très étonné qu'il le fasse pas. Et j'ai hâte, enfin, en fait, j'ai hâte de voir si Thibodeau va un peu s'ajuster parce qu'on l'a pas trop vu, je trouve, à ce niveau-là dans la série et même pendant la saison où il a pas trop joué avec les match-up, il a pas placé Karl Anthony Towns un peu pour le cacher au lieu de le mettre sur un intérieur, le mettre sur un ailier. Comme ça, tu l'impliques pas sur le pick and roll, tu peux juste switcher. On l'a pas trop vu, donc même les couvertures, parce que si tu défends en drop, bah tu vas laisser du coup le pull-up à 3 points à tous les joueurs de Boston. Mhm. Si tu défends edge, bah pareil, tu peux un peu laisser le short roll là où ils sont bons. Peut-être à défense agressive, de venir blitzer, c'est peut-être leur meilleure option, mais avec le spacing de Boston, tu peux aussi t'exposer. Donc en Oui. fait, c'est là où ça va être compliqué, quoi. Oui. C'est vrai que il y a quelques faiblesses. Enfin, c'est vrai que cette équipe des Knicks, même si elle a perdu 2 matchs, les matchs étaient un peu à couteau tiré, mais on a pu voir quand même pas mal de faiblesses, hein, de cette équipe. La première, moi, qui m'a frappé, c'est vraiment le manque de profondeur, hein. Globalement, t'as parlé juste du fait que voilà, ils ont ressenti Cam Payne sur le match Hmm. 1, mais tu vois, il y a un moment où Brunson se blesse, c'est dans le match 3 ou 4 où il se fait la cheville. Ouais, Quand il sort, il se passe plus rien. Il se passe plus rien à part un petit coup de chaud justement de Michael Bridges qui met 2 3 points dans le coin pour les faire recoller, mais il y avait plus rien, quoi. Donc effectivement je trouve que le manque de profondeur, et comme tu l'as mentionné un petit peu, l'absence de créateur quand Brunson n'est pas là. ouais, bah ça c'est un vrai problème parce Oui. que ça, bah comme t'as dit, cette fin de match effectivement, bah puis il y a eu quelques fois où quand Bronson était sur le banc. Bah, alors, il y a quand même eu des bonnes choses que j'ai bien aimées de la part de Bridges et Anunoby. Oui. Surtout Anunoby fait pas une si mauvaise série Ouais, où il s'en sort bien, ouais. un peu avec son côté bully où il va un peu post-up driver Mm. où c'était pas si mal franchement. Le problème c'est que là face à Boston, il aura moins d'opportunités, il aura moins de petits à cibler Ouais. parce que Détroit à un moment essayait de jouer full spacing donc ils avaient Malik Beasley, Tim Hardaway Junior à cibler. Là, du côté de Boston, ça va être, c'est là aussi où ça peut être compliqué parce que même si t'as un joueur Holiday en face, en fait, t'as beaucoup de joueurs épais qui pourront tenir un peu ce côté post-up. Et vu que bah, les deux, Bridges et Anunoby, c'est pas non plus des super passeurs, c'est un Mhm. peu leur point faible, c'est là où ça peut être problématique. Donc, ouais, ce sera à surveiller. Clairement. Mais écoute, je te propose de basculer dans l'autre conférence, de passer justement à la conférence Ouest, où on a eu justement l'ouverture des playoffs, hein, avec un, un terrible match des Grizzlies en ouverture face à OKC, avec une défaite de plus de 50 points. Une série qui s'est finie justement en sweep, avec une grosse, grosse, grosse domination, en tout cas en première partie de série d'OKC, qui a dominé les 2 premiers matchs de la série à plus de 70 points d'écart. Et une deuxième partie de série un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus disputée, avec un match 3 de Memphis
qui s'envole justement en première mi-temps juste avant la blessure de Ja Morant et qui se fait rattraper et qui donne lieu justement au deuxième plus gros comeback de l'histoire des playoffs avec OKC qui revient de 29 points pour remporter le match, et un match 4 un peu à couteau tiré sans Ja Morant où le shot making de Shai Gilgeous-Alexander et la défense du Thunder font la différence sur des Grizzlies un peu meurtris et amoindris. Je te propose de passer justement sur les trois facteurs qui ont fait que OKC a remporté cette série. Voilà, la première chose que je vois de mon côté, c'est vraiment la domination sur le jeu des possessions. Tu vois, sur le premier tour des playoffs, OKC est l'équipe qui a tiré le plus. Et en fait, ils ont tiré par match presque 96 fois. Et là où Memphis a tiré 86 fois. Donc, en moyenne, par match, il y avait 10 tirs d'écart. Notamment, ça a été généré par justement tout ce qui est perte de balles, puisque OKC joue le jeu de transition via les pertes de balles, donc c'est une équipe qui perd peu de ballons et qui provoque justement beaucoup de ballons, qui provoque beaucoup de pertes de balles pour justement aller jouer le jeu de transition et obtenir des points faciles. Et de l'autre côté, c'est une des équipes qui a pris quelque chose qui était censé être une des faiblesses, mais sur le rebond offensif, ils ont aussi pris énormément de rebonds offensifs et quand on regarde statistiquement, tu vois, à la moyenne, ils ont pris autant de rebonds offensifs en moyenne que Houston. Et que Houston et que Minnesota. Ouais. Donc quand tu cumules le playmaking défensif plus la force sur le rebond offensif, ben il y a une grosse domination sur le jeu des possessions qui fait que Memphis n'a pas pu faire grand-chose. Ouais, en plus c'est un peu leur identité, donc Ouais. ouais, c'est sûr que c'est. Après c'est aussi un peu l'identité de Memphis quand même, avec les rebonds offensifs, souvent avec leur double big. Moi, ce que j'ai mis, c'est la défense du Thunder, qui est, je Ouais. pense, la pire match-up pour Memphis. Ouais. Je veux Clairement, ouais. dire, enfin, vu que Ja Morant, il n'y a pas trop de pull-up à 3 points, il y a que Desmond Bane finalement qui est menaçant là-dessus, avec une défense qui est ultra dynamique, qui peut un peu te fermer tes lignes de drive, faire des close-out, tout ça, ouais, c'est là, je pense que ça a été compliqué. Et puis Jaren Jackson Jr., moi que j'ai adoré sa saison au drive, enfin vraiment une énorme progression. Là, je pense que ça a été exposé, ça a été son passing en fait. Ils ont joué là-dessus. Ok, ici, c'est un peu le défaut de son jeu. Il y a pas trop de passing, c'est vraiment que du scoring pour lui-même. Donc ouais, vraiment pas un bon match-up du côté de Memphis. Puis en plus, on va dire le clou dans le cercueil, c'est malheureusement là encore la blessure de Ja, t'en parlais en playoff, où je pense qu'ils auraient quand même pu en remporter un ou deux, peut-être, en tout cas au moins un. Ouais, au moins Je le pense 3, que ouais. si Ja restait tout le match, je pense qu'il l'aurait quand même gagné ce match-là. Mais c'est vrai que du coup, sans ton créateur principal, après, franchement, c'est compliqué. C'est vrai que pour revenir sur la polyvalence défensive, on a vu justement, tu parlais de Jaren Jackson Jr., un gros travail justement d'Alex Caruso sur lui. Alex Caruso qui a bien défendu également Desmond Bane, mais c'est vrai que ce qui a le plus sauté aux yeux, c'est ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu produire, notamment sur Jaren Jackson Jr. Quand il recevait la balle, justement, il faisait comme on dit, il faisait son travail tôt pour reprendre un peu l'anglicisme, c'est-à-dire que quand Jaren Jackson recevait la balle, c'était vraiment sur une attaque très statique. Il n'y avait pas de mouvement autour, il n'y avait même pas un shooter qui venait pour potentiellement donner une option ou du moins permettre de l'espace. Et Jaren Jackson Jr., sa grosse problématique, c'est, on a parlé, tu vois, de Pascal Siakam en début de podcast sur la notion de one dribble, two dribble pull-up pour expliciter un mismatch. Mais en fait, la zone de rentabilité de Jaren Jackson offensivement où il est efficace quand il y a un joueur entre lui et le panier est très limité, enfin limité. C'est-à-dire que c'est vraiment la zone du flotteur, sauf qu'il recevait la balle trop loin de la zone du flotteur et il n'était pas en mesure de reculer assez pour aller dans ces spots, ce qui fait que voilà, il a souvent été contré, il a été contré par Chet ou Alex Caruso lui swipait la balle parce qu'il avait besoin de plus d'espace et ça a aussi exposé son scoring puisqu'à mesure où tu te rapproches du cercle, la défense de Kessie se contractait et lui il n'avait pas d'autre option et des fois on le voyait soit attendre, essayer une tentative désespéré ou sinon essayer de ressortir à la dernière minute, ce qui donnait lieu à une perte de balle et une contre-attaque pour le Thunder. Autre chose que moi j'ai noté aussi comme facteur clé en tout cas de la série, c'est la notion de profondeur d'effectif où là il y a vraiment pas eu photo entre les deux équipes. Tu vois,
Zakidi n'aurait pas dû jouer autant de minutes. Normalement, même s'il a apporté de bonnes choses, en tout cas à Memphis, où son jeu d'écran, où il y avait beaucoup plus de screen, rescreen, là où c'est quelque chose qui avait pas, c'était plutôt du jeu arrêté pour lui sur les 2 premiers matchs. Ben, il a dû jouer énormément. Encore une fois, en l'absence de Brandon Clark, on a eu du Marvin Bagley, du John Conchar qui prend un shoot décisif au match 4, alors que c'est pas un joueur qui est censé être sur le terrain normalement en playoff. Là où de l'autre côté, tu as OKC qui se permet de pas faire jouer beaucoup Aaron Wiggins, qui ressort Isaiah Joe par séquence justement pour essayer de profiter du drop de Zakidi, notamment pour jouer des end-off avec Isaiah Hartenstein pour faire sauter le verrou de la défense de Memphis, parce que OKC a eu un problème au niveau de l'adresse à 3 points. Donc effectivement, quand tu vois les premières rotations de Memphis comparées aux 4-5e joueurs qui sortaient du banc du côté d'OKC, il n'y avait pas photo, quoi. La série ne pouvait pas durer longtemps. Bah ouais, c'est vrai que on en parlait en off, c'est le côté dommage, parce qu'en plus, Memphis avait une belle profondeur d'effectifs à un moment donné. Bon, bah, la trade deadline, malheureusement, est passée par là. Voilà, c'est ça. Plus blessures, c'est vrai aussi, qui ont pas arrangé les choses. Puis, des joueurs, je sais qu'on en parlait un petit peu, mais des joueurs qui avaient fait des bonnes saisons la saison dernière, Vince Williams, je pense, Gigi Jackson, ouais. Et voilà, Gigi Jackson, j'avais perdu son nom, qui ont un peu déçu, on va dire, entre guillemets, qui sont même sortis un peu de la rotation. Oui. Et puis peut-être qu'aussi le changement de coach comme ça, alors autant ça peut peut-être être bénéfique, mais moi de ce que j'en comprends, c'est quand même, on avait l'impression qu'ils ont mis en place là la circle offense à un moment donné, puis là tu redonnes les clés à un gars qui veut faire plus de pick and roll, peut-être que ce changement de philosophie comme ça en plein cours de saison, ça a peut-être pas dû aider non plus. Et t'es gentil en pleine courte saison, c'est vraiment à la fin. Ouais, c'est ça. À la fin de la saison. Mais du coup, on a vu pareil quand même, justement sur la série, il repartit à Memphis, des matchs un petit peu plus serrés, puisque Memphis a su justement montrer un peu une des faiblesses d'OKC que Constant nous répète souvent, le spacing. L'incapacité justement qu'a eu OKC à convertir ses tirs à 3 points. Donc c'est quelque chose ils avaient tellement de marge sur le jeu de possession que ça leur a permis de remporter la série, et que l'attaque de Memphis était par ailleurs très mauvaise dans l'ensemble. Par contre, c'est quelque chose qui pourra leur poser problème face à d'autres équipes. Ouais, bah là notamment ils vont jouer Denver au prochain tour. Denver, c'est pas une équipe qui est connue pour perdre énormément de ballons. Alors il y a quand même des joueurs type Westbrook qui peuvent en perdre, mais il y a aussi le rebond aussi. Il faudra faire attention parce que peut-être qu'ils auront moins de cartouches. Alors enfin quoi que j'allais dire, ils en prennent eux, mais Jokic c'est un gros rebondeur offensif. J'ai l'impression que c'est un bon rebondeur offensif, c'est un bon rebondeur défensif, sachant que les rebonds défensifs de Jokic c'est souvent pour lancer des contre-attaques ou voilà, c'est déjà c'est une pré-transition en fait quand Jokic prend le rebond défensif. Ouais, donc ça va être autre chose, je pense déjà au niveau de la bataille des possessions. Et puis alors ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner. Là je pense qu'on va vraiment voir énormément de minutes avec Holmgren et Hartenstein. Oui, les double big. J'imagine qu'ils l'ont pris un peu pour ça. Hartenstein va être collé sur Jokic, puis Holmgren en roamer. Je pense qu'ils vont un peu reprendre la stratégie qu'avait fait Minnesota l'an dernier. Donc ça va être intéressant à suivre cette série pour ça, voir un peu quel ajustement il va y avoir. Après, le côté qui peut être bien, c'est les Clippers. Peut-être on en parlera après, mais j'en parle rapidement. Mais les Clippers sont quand même pas mal gênés Denver avec des défenses un peu hybrides entre zone et homme. OKC, c'est leur énorme point fort. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'ils peuvent le faire à un niveau largement supérieur qu'ont fait les Clippers. Donc, je pense que ça va être une série intéressante en tout cas. C'est vrai que sur cette série, ils ont le shot making entre guillemets par exemple de Chet Holmgren. Si on prend par exemple le match 3 ou la remontée où il fait une énorme deuxième mi-temps où il met je crois 4 tirs à 3 points, il va en mettre 4 ou 5 uniquement sur la deuxième mi-temps, et aussi le shot making de Jalen Williams sur la série, sur tout ce qui est pull-up à mi-distance. Mais c'est vrai que s'il y a plus de temps pour les double big line-up, potentiellement tu auras moins de Isaiah Joe. Tu auras peut-être plus de Lou Dort ou des choses comme ça, et tu auras
moins de shooters un petit peu plus naturels, surtout si c'est une série où ils vont se sentir peut-être obligés de faire Alex Caruso, tu vois, sur les closing line-up. Il y a eu, bah, justement, il y avait pas le double big, on avait justement du Chet en 5 avec on avait du Shea, Lou Dort, pardon, J-Dub et aussi Alex Caruso, quoi. Donc Hmm. c'est pas, ça respire pas non plus le spacing, donc va falloir trouver des 3 points. On sait que Denver, c'est pas une équipe qui en met énormément parce que c'est une équipe qui l'étale à 2 points justement avec Nikola Jokic. Donc peut-être que cette faiblesse de spacing ne enfin, ne va pas forcément beaucoup les handicaper. C'est-à-dire qu'ils vont pas partir avec du retard sur la ligne à 3 points face à cette équipe de Denver. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait donner un blueprint sur la façon de comment les défendre et de les laisser prendre les tirs, quoi. Et est-ce qu'ils seront capables de les mettre? Oui, bah oui, c'est clair. Bah, ça va être un point clé parce que soit, de toute façon, tu vas forcément, vu que c'est des équipes qui ont pas, on l'a dit, hein, la conférence Ouest, il y a, bah, personne n'a vraiment un spacing parfait. Non. Donc, il va y avoir des choix qui vont devoir être faits à un moment donné. Soit tu voudras un spacing plus optimal, mais tu vas t'exposer un peu plus en défense parce que si tu mets des Isaiah Joe, des profils comme ça, ils peuvent se faire cibler de l'autre côté, même si Denver a pas non plus, enfin, Murray, on va dire, c'est pas trop son jeu d'aller attaquer des plus petits, d'aller les battre en force. C'est plus Jokic, mais bon, tu peux, vu que c'est un big, tu peux un peu plus te débrouiller pour cacher des petits comme ça, pour éviter le switch sur Jokic. Mais après, ils peuvent aussi tenter du Caruso sur Jokic par séquence. Hein, je serais pas étonné, vu qu'il est très bon pour un peu fronter le poste, là, se placer devant, juste empêcher en fait que la balle arrive à Ouais. Jokic, un peu le deny, se mettre devant. Les Lakers, on l'a vu, l'ont fait en saison régulière. Ça pourrait être des Ouais. schémas qu'on pourrait voir aussi. Peut-être qu'ils vont même pouvoir tenter Jalen Williams avec Chet, justement pour maximiser ce côté spacing avec Oui, deux grands qui peuvent shooter, même si défensivement, Jokic risque de se faire plaisir ouais. s'il est sur le terrain. Bah, justement, je te propose de switcher à la série de Denver face aux Clippers, les Nuggets qui remportent justement un match 7. C'est vrai qu'on les croyait un peu perdus après cette lourde défaite au match 3 de mémoire, lourde défaite au match 3 pour le premier match dans le 28 Dome. Et puis finalement, les Nuggets qui sont bien revenus avec déjà la claquette incroyable, Ouais. la claquette incroyable d'Aaron Gordon et ce fabuleux match 5 de Jamal Murray en termes de shot making où on a vu le Jamal Murray que certains pouvaient mettre dans le DH20. Donc et puis malgré même si sur le match 6 ils ont résisté un petit peu aux Clippers, mais les Clippers ont réussi à l'emporter avec justement un bon James Harden, un excellent Nicolas Batum, encore une fois, hein, qui a pu flasher, montrer toute la polyvalence et ben voilà, c'est le joueur que tout effectif qui est en playoff rêve d'avoir. Franchement, Je confirme. Nicolas Batum, tu vois, c'est limite le role player que tout le monde aimerait avoir. Et puis malheureusement, on a eu ce match 7. Bon, le match 7, je l'ai pas encore vu, mais voilà, de ce que j'ai pu voir, enfin les highlights et de ce que j'ai pu lire à droite à gauche de ce qui s'est dit de ce match, c'est que voilà, les Clippers n'étaient pas venus pour jouer concrètement et voilà que Denver a littéralement arraché la victoire et la victoire des Nuggets est largement méritée. Qu'est-ce qui pour toi ont été les 3 facteurs clés de cette série? Bah, moi, j'ai mis le rebond offensif donc de Denver et Ouais, la transition. ouais, Parce que c'est vrai elle est bizarre un peu cette série. J'ai un peu le sentiment, je sais qu'il y en a beaucoup. J'ai vu Baptiste aussi du Dreamcast Show le dire, mais j'avais le même sentiment on a l'impression limite que les Clippers avaient plus de marge et pourtant c'est eux qui ont perdu. Et ouais, c'est un peu Denver qui s'est créé ces mini marges, bah, notamment le rebond offensif, les transitions. Il y a eu aussi, les Clippers ont fait énormément de pertes de balles, mhm, notamment là sur ce Game 7, vraiment, il y a eu même des pertes de balles un peu stupides, j'ai envie de dire, où des fois c'était simplement une passe qui d'habitude est bien, tu sais, qu'ils sont encore dans leur moitié de terrain, il fait ouais, une passe, puis bah il y a une interception. Il y a eu aussi des rebonds offensifs un peu pareil, un peu stupides, où il y a des box-out mal faits, notamment ce Game 6. Donc Denver a pas mal profité de ça.
En plus, je trouve que Jokic fait pas forcément une grande série au scoring, en tout cas, si on prend les standards de Jokic, Ouais. parce que bon, ça reste, Ça ça reste, reste bon. Hein. ouais. Après, le truc, c'est moi, ce qui m'a frappé, c'est il a quand même posé plein de dilemmes, même si il a pas été, on va dire, implacable, mais rien que par sa dangerosité, pardon, bah, t'es obligé de faire limite des prises à 3 où tu fais un switch, mais tu dois impliquer encore un troisième homme, donc ça ouvre de l'espace pour les autres. Enfin, j'ai eu le souvenir de matchs où c'était clairement ça, où lui, limite, il touche même pas vraiment la balle, mais rien que le fait que d'avoir Jokic qui pose un écran, bah, ça provoque plein de dilemmes pour la défense adverse, où en fait, bah, les Clippers ont dû un peu employer des schémas agressifs. C'est ce que je disais, ils ont aussi des fois profité du manque de spacing de Denver, où ils venaient resserrer dans la raquette. Donc il y a eu pas mal de ces problèmes-là. Denver qui gagne un peu à la marge. Il y a eu aussi beaucoup de shot making. Bah, Westbrook, il tourne à 41% dans la série. C'est le game 4 où il met des 3 points, même moi. Bah, en fait, justement, moi j'attendais le moment où Jokic allait sortir, parce qu'en plus, les Clippers avaient ce truc de faire sortir Zubac avant, de mettre Ben Simmons. À un moment, ils ont fait ça. Et puis de remettre Zubac quand Jokic était plus là pour, bah, en fait, un peu pilonner, on va dire, Denver, profiter qu'il n'y ait pas Jokic pour en fait marquer le plus de points possible. Et en fait, à ce moment-là, bah, t'as Westbrook qui plante au moins 3-4 paniers à 3 points. Et au final, bah, les minutes sans Jokic sont pas remportées par les Clippers. Et ça aussi, je pense que ça a pas mal joué dans la série. Westbrook qui a pris, en termes de volume par match, c'est lui qui prend le deuxième plus gros, le deuxième plus gros nombre de 3 points pour Denver dans la série, juste derrière Jamal Murray, et qui est, voilà, à 42%, quoi. Ouais. C'est Russell Westbrook à 3 points. Donc, voilà, ça reste, enfin, sur du shot making, tu vois, ça reste énorme, quoi, pour Russell Westbrook. Bah ouais, puis en plus, il y a clairement, tu voyais, c'est ce que les Clippers voulaient, ils le laissaient shooter, puis bah ça rentrait, quoi. Donc tu disais, ouais, bon, bah là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est juste le shoot que on va dire, la stratégie laisse, mais bah le joueur le rentre, quoi. Ben, effectivement, tu vois, tu parlais de shot making. Moi, c'est un peu ce qui m'a frappé sur les facteurs clés, c'est le shot making un peu des joueurs pièces en l'air, tu vois. Aaron Gordon qui a plutôt mis dedans, même si bon, il a pas été hyper adroit, mais tu vois, sur le jeu à 2 points, il a été très fort pour aller chercher ses paniers. Russell Westbrook, comme tu l'as dit. Christian Brown, alors je vais pas le labelliser comme joueur pièce en l'air par rapport à la saison qu'il a faite, mais voilà, Christian Brown aussi, il a pu mettre un petit peu dedans par séquence quand il a fallu l'avoir. Le joueur qui a été un petit peu plus en deçà globalement, en tout cas quand tu prends quand tu vois le volume et l'importance qu'il peut avoir, c'est Michael Porter Jr., même s'il a plutôt bien shooté. Mais voilà, au global, voilà, c'est une équipe qui s'est remis beaucoup à l'efficacité qu'a pu avoir Aaron Gordon et Russell Westbrook. Et au final, tu peux te dire qu'à 2 tirs près manqués de ces gars-là, Denver est dehors. Ouais, bah ouais, c'est sûr que ça a complètement joué. Il y a eu même le Jamal Murray game où ouais, ça. Ça a aussi beaucoup joué, où il met même des shoots compliqués, mais après ça, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu le Jamal Murray, il en est capable, en fait. Moi, c'est plus des gars, comme t'as dit, Westbrook, Aaron Gordon, où c'est pas trop leur commun, on va dire, qui rentre ce genre de shoot. Jamal Murray, bon, bah, même s'il fait pas il a pas fait une super saison, mais en plus, on le connaît, de Jamal Murray, il en est pas à ses premiers playoffs où il fait ça. Souvent, quand il arrive en playoff, bah, c'est du shot making de fou, mais bon, après, ça fait partie du jeu, donc ouais, ça s'est tellement joué sur peu que tous ces shoots là en fait ont compté à la fin. Ouais, ça a fait la différence à un moment où justement on pensait que les Clippers avaient pris le contrôle de la série, et puis finalement, tu vois, le match 5 entre guillemets, où qui fait rebasculer, hein, pour moi, qui fait rebasculer la série, et puis voilà, ce qui met entre guillemets les Clippers dos au mur. Et malheureusement, les Clippers n'ont pas réussi à s'en sortir. Et d'ailleurs, tu avais noté justement une dernière chose sur les choses qui ont impacté, entre guillemets, cet affrontement. C'est justement le compromis qu'il y avait dû avoir entre le spacing et la défense. Ouais, bah en fait, ça c'est plus du côté des Clippers, mais en plus au match 7, ça a encore été plus flagrant, où bah en fait, les Clippers devaient un peu faire un choix. Bah on le sait, hein, cet été ils ont signé Chris Dunn. Ouais, Chris Dunn. Il y a eu Bogdanovic qui est arrivé en cours de saison. Il y a eu Derrick Jones Jr. aussi qui a été signé, mais en fait ces 3 joueurs-là en fait remplacent un peu
numériquement, on va dire Paul George, Dans l'apport qu'avait l'agrégat. Paul George. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est des joueurs à compromis dans des aspects différents. Mais le problème, c'est que si tu faisais le choix, parce qu'ils l'ont fait match 6, où ça avait même très bien marché dans les minutes sans Jokic, où ils ont carrément déployé un 5-out, et il y avait plus du tout Ben Simmons qui jouait, c'était Nicolas Batum qui jouait Ouais, poste poste 5. 5, ouais. Et c'est vrai que tu voyais que ça a créé d'énormes dilemmes pour la défense de Denver, où en fait tu faisais jouer Jokic dans l'espace en défense qu'il déteste faire, Hmm. et les Clippers ont réussi à se créer des tirs faciles. Par contre, c'est vrai que dans le match 7, ce que j'ai pas trop compris déjà, c'est qu'il a plus fait jouer Chris Dunn à un moment donné, où en fait Denver, leur plan de jeu c'était simple, on va l'ignorer, mets tes shoots, et lui pour le coup il les a pas rentrés du tout. Derrick Jones Jr. pareil, et bon, il a refait rentrer Bogdanovic, mais lui quand il rentrait, il se faisait cibler en défense. Donc en fait, il y avait toujours ce dilemme-là où tu fais quoi en fait? Soit tu choisis la défense, soit tu choisis le spacing. Et en fait, Tyronn Lue a été un peu dans un problème un peu insoluble à ce niveau-là. Kristen aussi, ouais, voilà, qui a vu au fur et à mesure ses minutes diminuer dans la série, hein, justement par rapport au dilemme que tu mentionnais entre le compromis des spacing et défense. Et puis aussi, on en parlait aussi quand on avait mentionné justement Zubac. Effectivement, c'est quelqu'un que c'est le joueur sur lequel les attaquants adverses venaient s'empaler, qui a justement fait une grosse saison défensive là-dessus, mais aussi il fallait saluer justement tout le boulot que Chris Dunn faisait aussi sur le point d'attaque pour justement permettre entre guillemets à Zubac d'être aussi efficace défensivement. Par contre, sur Jokic, il a été plutôt solide, hein. C'est un affrontement qu'on attendait sur Jokic, il a été plutôt solide. Tu vois, sur le match, je crois que c'est sur le match 6, il le dissuade bien sur pas mal d'actions. Je crois sur l'une des dernières actions aussi, il arrive à bien le deny au niveau près du cercle pour justement arriver à clôturer le match de cette façon. Donc voilà, dans l'ensemble, une équipe des Clippers qui peut être déçue, hein, peut-être potentiellement qui peut être déçue, qui semblait avoir la série en main comme on l'a dit avant, mais qui l'a laissé s'échapper une fois de plus. Et ces Clippers qui peuvent nourrir de gros regrets. Mais après, on doit saluer la performance de Denver. Parmi les faiblesses, puisque bon, on est arrivé sur une série en 7 matchs, donc il y a forcément des choses qui ont été dévoilées. Qu'est-ce qui, pour toi, ont été les plus grosses faiblesses des Nuggets qui ont été mises à jour par ces Clippers? Moi, j'ai mis la respectabilité des shooters, où Ouais. en fait, on a vu clairement, j'en ai un peu parlé, mais on a vu clairement les Clippers sur certains matchs, en fait, ils faisaient des prises à 3-4 entre guillemets sur Jokic, et ils disaient on préfère te priver de tes shoots, de tes spots, mais fais la passe au Ah, corner Westbrook. opposé à un shooter à Ah, Westbrook. Alors là, il ouais, les ouais, a mis, ouais. mais même à Aaron Gordon ou même Mm. à Christian Brand plein de fois. Et ça peut être exposé ça dans une série, quand on en parlait au KC. Je serais pas étonné du tout qu'ils fassent ça, et il suffit que ces role-players là, comme tu disais, c'est un peu pièce en l'air là-dessus, il Mm. suffit que ces mecs là ils rentrent pas leur shoot, et ça peut te faire basculer la série. Mm. Ah ouais, moi, ce que j'ai noté, c'est voilà, vraiment un peu la dépendance à Russell Westbrook, hein. Puisque, enfin, pour moi, c'est assez critique que Russell Westbrook, ou du moins l'impact de Russell Westbrook ait autant d'importance sur les résultats de l'équipe. Parce que, la différence dans cette équipe-là, c'est que Westbrook est tellement important qu'un mauvais Westbrook, ta série est terminée. Mm. Ta série est terminée. Et je trouve que voilà, c'est un joueur qui est pas assez constant pour avoir une telle importance sur le résultat au final de son équipe. Même si bon, on sait que on va garder les facteurs Jamal Murray et Nikola Jokic. Jamal Murray encore tu vois, il joue 42 minutes en moyenne, tu vois. Il sort pas des masses sur la série, mais tu vois, d'avoir un joueur comme Westbrook être aussi important parce qu'au final Westbrook c'est quoi? Ça a été peut-être leur quatrième meilleur joueur peut-être sur la série. C'est trop aujourd'hui pour moi, c'est trop. Donc voilà. Ouais, surtout à l'heure actuelle, le Westbrookier, je pense qu'il se moule bien dans le rôle, dans son nouveau rôle, où avant peut-être il voulait encore un peu ce rôle de star.
Là aujourd'hui, bon, voilà, il a plus un rôle de role player de luxe, Ouais. entre guillemets. Mais oui, ça reste toujours, même si avec Jokic, ça se marie bien parce que vu que Jokic, il aime bien trouver les joueurs qui coupent au panier, ça, de ce point de vue-là, je pense qu'il est précieux. Mais le problème, c'est que les équipes l'ignorent tellement à 3 points que là, c'est clairement un pari, quoi. OKC, ils vont évidemment faire la même chose et même si ils rencontraient une autre équipe, ils feraient pareil. Et c'est vrai que tu t'en remets beaucoup, beaucoup au shoot à 3 points de Westbrook. Et ce que j'avais noté aussi, c'était les minutes sans Jokic. Je pense que ça va être parce que autant sur le dernier match, ça, ils s'en sont bien sortis, mais ça a été clairement exposé. D'ailleurs, Tyronn Lue a fait une stratégie, comme je disais là-dessus, c'est de stagger les minutes de Zubac pour profiter de ce temps-là. Il a beaucoup fait jouer DeAndre Jordan quasiment l'intégralité de la série, sauf sur les 2 derniers matchs. Pour moi, s'il le fait jouer là contre OKC, il se tire une balle dans le pied, clairement. Pour moi, ça fait long. Moi, déjà, aux Sixers, il jouait DeAndre Jordan. Pour moi, il était plus jouable. C'est même hallucinant. Je trouve qu'il a encore des minutes en playoff en 2025. Même si, tu vois, on peut se dire que, vu que Isaiah Hartenstein, effectivement, c'est vraiment une non-menace en dehors, enfin, offensivement, c'est vraiment une non-menace en dehors du jeu de dribble and off et de son flotteur, ben, potentiellement, tu vois, on parlait de la notion de spacing OKC. S'ils sont obligés de faire des double big line-up, ben, si, par exemple, t'as pas Isaiah Joe qui peut profiter des dribble and off, puisqu'au final, t'as pas d'autres joueurs, en fait, t'as pas d'autres joueurs, très dynamiques comme ça, tu vois, pour faire des dribble and off, pour être lancé sur des zoom action. Même si J-Dub peut être lancé un peu sur des zoom action pour après finir sur, du shot making un peu à mi-distance. Mais c'est vrai que ils vont peut-être pouvoir justement de ce côté-là contrecarrer le plan d'OKC, en tout cas le plan offensif, avec justement tant qu'Isaiah Hartenstein sera sur le terrain. Bah oui, c'est sûr. C'est vrai que du côté d'OKC, on le note pas souvent, mais je pense que ça manque aussi un peu de dynamisme. C'est vrai que t'as raison, il y a pas beaucoup de joueurs un peu comme ça qui peuvent créer à partir en étant lancés tout simplement. Et c'est vrai que peut-être là-dessus ils peuvent profiter de ça. Ouais. Clairement. Mais écoute, je te propose, le chrono, s'affole, mais bon, on va prendre le temps quand même de discuter un peu des 2 dernières séries qui restent. Je te propose de passer sur l'autre et la dernière série justement qui est terminée, avant peut-être de parler de celle qui n'est pas encore terminée, peut-être de se teaser sur un petit jeu de pronostic, qui sait, on verra bien, on verra bien. Je te propose de passer justement sur ce Lakers Wolves, pardon, où tu as d'ailleurs publié pas mal de contenu. On vous invite encore une fois à aller voir le contenu qu'on produit Matt, notamment sur Twitter Ilmatic, Ilmatic, et aussi sur la chaîne Twitter, avec pas mal de plans sur la bataille tactique. Donc, qu'est-ce que toi tu avais noté comme dans les facteurs clés qui ont fait basculer cette série? Bah, moi j'ai noté en 1, je pense que c'est vraiment le truc qui m'a frappé le plus, c'est la bataille des possessions. Où en fait, Minnesota est déjà une équipe qui perd pas beaucoup le ballon. C'est pas forcément une équipe qui fait son beurre sur la création de turnover, mais c'est vraiment en tout cas sur cette série, ça a été le rebond offensif. Et tu sentais clairement que c'était le plan de jeu, alors qui a pas été mis en place, on va dire au début de série, ça a été plus à partir du game 3. Où en fait les Lakers ont un peu d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le game 2 où en fait les Lakers ont un peu cette défense en mi-zone, mi-homme à homme, où ils font des stunts, où en fait ils resserrent la raquette, on respecte pas certains shooters, ou en tout cas on leur laisse un peu d'espace, et on préfère resserrer sur Anthony Edwards pour éviter qu'il drive dans la raquette, parce que c'est lui la plus grosse menace, avec aussi quand même Julius Randle. Donc dès que ces 2 joueurs-là recevaient le ballon, on avait ces stunts qui se mettaient en place. D'ailleurs, ça avait très très bien marché sur ce match 2 où ils avaient complètement annihilé l'attaque de Minnesota, sauf que c'est les playoffs, il y a des ajustements derrière. Et ce qu'ils ont fait, c'est déjà ils ont vidé, en fait ils ont vidé les ailes, donc les joueurs qui étaient à 45 degrés, on les mettait plus dans les corners, ce qui fait que forcément les stunts, ils étaient plus loin. Donc déjà ça, ils ont pu les drivers de Minnesota ont pu profiter de ça, mais surtout ce qu'ils ont fait, c'est déjà JJ Redick au début faisait jouer, j'ai perdu le nom du pivot là des Lakers,
Jackson Hayes. Jackson Hayes, voilà. Ouais, Ils qui a faisaient jouer disparu. Jackson Ouais. Hayes, qui a complètement disparu. Après, il a même fait starter, Dorian Finney-Smith. Ouais. Mais du coup, tu te retrouvais avec Rudy Gobert. Enfin, vu que, j'ai oublié de préciser, la défense des Lakers, c'est en switch souvent. Le Minnesota provoquait un switch, donc tu avais Mhm. Dorian Finney-Smith qui était au premier rideau, Ouais. donc tu avais Austin Reeves, Luka Doncic, souvent des joueurs comme ça qui étaient dans la raquette, et tu avais Rudy Gobert qui était au box-out. Mhm. Donc c'était même frappant, je trouve, le plus, c'était au dernier match, au game 5, Mhm. où en fait, même les joueurs de Minnesota, t'avais l'impression qu'ils faisaient exprès de prendre des pull-ups contestés, ils disaient, c'est pas grave, si c'est raté, il y a Rudy Gobert qui a un mismatch au rebond, et ça a été vraiment frappant, où ils ont, sur les, je crois, 3 derniers matchs de la série, en tout cas les 2 derniers, c'est sûr, ils prennent 40% de rebond offensif, donc c'est quasiment un tir sur 2 raté, Ouais. où t'as une nouvelle possession pour toi, et même Minnesota, le dernier match, shoot à 15% à 3 points, et malgré ça, ils remportent le match, et même moi, 24 rebonds de Gobert. Ouais, et même quand tu regardes le match, tu sens que Minnesota a l'ascendance sur les Lakers, où les Lakers sont vraiment, j'ai trouvé en mode un peu désespéré pour essayer de trouver des solutions, mais Minnesota avait trop de clés, il y avait ça, plus un peu des systèmes qu'ils ont mis en place pour battre la zone, Ouais. où en fait, c'est ce que je disais, et c'est ce qu'on disait en off, mais ils ont une belle profondeur, en fait, Minnesota, et c'est pas juste des joueurs de spot-up, c'est vraiment des joueurs qui savent driver et prendre des décisions, dont Teddy Vincenzo, je trouve qu'il a bien été utilisé à 45 degrés pour punir un peu ses aides agressives, et au final, avec ses mismatchs, ses rebonds offensifs, voilà, Minnesota a pris l'ascendant sur la série et a gagné. Ouais. Les Lakers, ils peuvent s'en vouloir de pas avoir pris le game 4 au final, parce qu'il semblait quand même proche, hein, tu vois, Oui, au final, tu vois, le 3 points dans le coin d'Austin Reeves, s'il rentre, peut-être que tu vois, ça peut peut-être relancer, même si, bon, on les sentait un peu carbo, hein, ils avaient pas, enfin, ouais. ils a- Il a fait jouer, il a il a pas fait fait jouer. jouer le remplaçant, ouais. C'est vrai que bon, lui on lui a reproché ça, mais c'est pas quelque chose qu'on a reproché, tu vois, à Dolman où tu vois, je crois qu'il y a un des matchs où il fait quasiment pas de changement quoi sur la deuxième sur la deuxième mi-temps aussi. Mais après c'est vrai que voilà, il y a Nate Duncan et comment il s'appelle et John Olinger qui faisaient une blague justement d'ailleurs dans leur podcast commun où ils disaient que est-ce que au final Dorian Finney-Smith ne va pas être au niveau de l'arbitre quand il y aura, dès la remise en jeu, tu vois, dès le premier ballon qui va juste pour que Jackson Hayes soit le starter de cérémonie, vraiment de cérémonie pour jouer le jump ball et après il rentrait quoi. Tellement c'était criant à quel point c'était le cinquième joueur en tout cas le plus important voire même plus quoi, le cinquième joueur le plus important de cette rotation. Moi parmi les choses que j'avais notées, c'est le secteur intérieur de Minnesota, tu as parlé de la notion de rebond offensif. Par exemple, Julius Randle, la physicalité de Julius Randle et sa capacité justement à pouvoir pénétrer la raquette et à générer un collapse de la défense. Puisque voilà, on sait que les Lakers, c'est une équipe qui généralement est toujours plus grande et plus puissante que ses adversaires, sauf face à Minnesota. Face à Minnesota où ils ont Minnesota a l'avantage de la longueur sur tous les postes, sauf peut-être au niveau de Mike Conley, et aussi l'avantage de la puissance. Et ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné sur Julius Randle. Julius Randle qui a joué beaucoup d'ailleurs dans la série, qui a presque 38 minutes de moyenne. Et voilà, je trouve que il a eu une bonne agressivité, notamment pour, tu vois, aller driver LeBron James, aller contester. En fait, et lui, tu vois, tu parlais de la notion de défense en switch. Ben lui, c'est un bon verrou pour faire sauter la défense en switch, puisque c'est un gros mismatch en puissance. Et c'est quelque chose qu'il a bien su utiliser justement pour générer des décalages, forcer des prises à deux pour pouvoir relâcher le ballon et ensuite avoir des kick-outs. Autre joueur, autre intérieur, hein, tu vois, Nasrid. Nasrid, encore une fois, hein, chaque fois, c'est un joueur dont on loue les qualités, entre guillemets, un faux remplaçant, on va dire ça, un faux remplaçant ou un vrai titulaire qui commence sur le banc. Encore une fois, tu vois, du shot making. Les Lakers ont eu beaucoup de mal avec lui sur le terrain. Il offre une belle polyvalence et les matchs, tu vois, sur la début de la série où Gobert était un petit peu plus en difficulté, ben c'est Nasrid qui a permis justement aux Timberwolves de se dépêtrer justement de ces schémas-là avec encore une fois une grosse polyvalence offensive et il a bien tenu aussi sur les switches défensivement. Et un dernier, tu vois, Rudy Gobert, comme tu l'as mentionné, hein,
qui finit la série en boulet de canon et encore une fois qui montre que voilà, encore une fois un gros défenseur, un gros boulot défensif fait par Rudy Gobert sur la série. Et le problème avec lui, c'était surtout l'attaque plus que la défense. Ouais, bah ouais, c'est ça en plus ouais, pourtant c'est pas un, c'est ce que j'avais noté dans la vidéo, on peut pas, c'est pas un joueur que dès qu'il va avoir un mismatch, il va pouvoir l'attaquer au poste ou Ouais. frontalement, Ouais. mais en fait il l'a attaqué au rebond, ils ont bien joué là-dessus, il a vraiment pris l'avantage là-dessus, et ouais, j'étais en train de regarder les stats de Randle, ouais, il finit à 61% de true shooting, Randle. Je pense que c'est sa meilleure série de playoffs, à mon Ouais, avis. clairement. Mais c'est vrai que j'étais curieux de voir parce que c'est vrai que Randle a jamais, enfin, je pense qu'il a pas un jeu qui se transpose hyper bien en playoff, mais là, je me demande si c'est pas son meilleur rôle à côté d'un autre créateur. Il a pas à assumer un gros usage, tu vois, il a 24% sur la série, mais moi j'ai beaucoup aimé sa série parce qu'en plus c'est un passeur, je pense, j'ai l'impression qu'il est un peu sous-estimé, Ouais. où c'est pas, il va pas juste scorer. Moi j'ai bien aimé le passing aussi qu'il a fait où il a tiré les prises à deux et il ressortait sur les joueurs adverses. Ouais. Et du coup, bah, avec la profondeur de Minnesota, bah, puis même lui aussi au rebond offensif, Ouais. tu le voyais des fois tu le voyais spacer depuis un corner, mais en fait c'était juste pour sprinter Prendre et l'élan, ouais. vite faire un box out. Ou des fois c'était lui qui prenait le rebond, ou ça a aidé Rudy Gobert à capter le rebond. Donc ils ont vraiment, ils ont vraiment fait une très bonne série là-dessus. Et puis même aussi, je crois dans le clutch où il y a eu pas mal de matchs qui sont finis dans le clutch où justement on pourrait se dire Ouais. bah les Lakers ont les meilleurs joueurs pour finir dans le clutch, mais en fait Minnesota s'en est mieux sorti, je pense. Moi là pour le coup, autant il y a des coachs, tu disais, on leur tape, enfin Redick s'est fait taper dessus sur les minutes, mais je trouve que quand même tu le voyais qu'à la fin Ils étaient restés. Luka, LeBron, ouais, tu Ouais, voyais ils que étaient restés, ouais. c'était surtout le game à Minnesota, donc le 4 Mm. qui gagne pas alors qu'ils avaient un peu l'ascendant, mais tu sens vraiment qu'ils étaient un peu carbo sur la Les fin. blow-bys et tout comme ça. C'était devenu des gros cibles. Même Luka Doncic beaucoup ciblé. Même, tu vois, Ouais, on n'en a pas encore parlé, mais tu vois, Jaden McDaniels, qui l'année dernière était en difficulté face à Luka Doncic, notamment par rapport à son manque de ouais. physicalité comparé à Doncic, ben, cette saison, ça a été un petit peu mieux pour lui. Et même offensivement, tu vois, il lui a bien rendu la molle de sa pièce, quoi. Ouais. Mm. Bah, ça a été clairement le plan à partir du Ouais. game 3 où même les role players de Minnesota, Tout le on monde leur attaque disait Doncic. attaquer Attaquer Doncic. Doncic. Ce qu'ils avaient pas trop fait la série de l'année dernière contre Dallas, ils avaient Ouais. pas trop profité de ça. Là, ils ont vraiment, bah, un peu comme Boston en finale, je pense que ça sert aussi de review un peu pour les autres équipes, ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils ont mal fait. Puis aussi, le gros changement, c'est qu'il n'y a pas eu de drop, contrairement à l'année dernière, où en fait, ils faisaient switcher Gobert Switch chez Gobert, ouais. simplement, et ça a mieux tenu en tout cas que le drop. Ouais, puisque effectivement le personnel est aussi plus compétent. Ouais, c'est ça. Le personnel est aussi plus compétent et le spacing est aussi moins bon. Oui. Donc tu peux Bah, te c'est permettre, souvent voilà, ça, ouais. On en revient souvent au même, hein. C'est soit tu fais le choix de la défense, soit du spacing, ouais. c'est ça. Et sachant qu'il y avait, comme tu l'as bien mentionné, il n'y avait pas forcément cette menace de lob avec Jackson Hayes qui n'était plus là. Ben au final, ben Oui. tu enlèves une option à Doncic, ce qui rend en fait le jeu de switch. Parce qu'au final, tu vois, Doncic, il a beaucoup scoré, mais il a peu passé. Alors oui, Mm. on peut se dire qu'il a fait les passes, mais que les shooters n'ont pas mis dedans. Mais voilà, quand tu prends au global les points qu'il arrive à générer, globalement, Doncic, il va te faire, tu vas avoir peut-être 40% de sa production, ça va être des points, mais 60% des points, ça va être les points générés pour ses coéquipiers. Et là, il a plus été un peu à la Banchero, très scoreur, quoi. Mm. Ouais, bah pardon, oui, Minnesota respectait pas en fait certains shooters ou le pick and pop. Mhm. Et puis bah du coup, ouais, c'est des shooters aussi qui ont pas rentré leur truc, mais ouais, les Lakers, c'est vrai que moi j'étais assez chaud sur eux, et même la défense, en fait, je l'avais pourtant dit dans la preview qu'ils avaient pas des ratings très bons, où ils étaient même, quand tu regardes même depuis le trade de Doncic, ils étaient 15e défense, Mhm. mais je pense que je me suis peut-être fait un peu avoir sur bah contre, il y a eu des grosses victoires ou des grosses défenses contre OKC, contre Denver, ce genre d'équipe où ils avaient des excellents ratings par contre si tu prenais contre le top 10 NBA. Mhm. Mais je pense que secrètement ils sont tombés sur peut-être une des pires match-up quand tu Ouais. regardes comme t'as dit, la physicalité, l'attaque de mismatch, trop de cibles en fait entre Doncic,
Austin Reeves, il y a eu même Rui Hachimura qui a été attaqué. Donc le mismatch depuis le jeu, on va dire, de périmètre, et puis le mismatch qu'on a dit au rebond offensif. C'est ça. Et ils ont aussi perdu la bataille des lancers francs. Voilà, ce qui est peu courant pour les Lakers. J'avais même pas noté ça, tu vois. C'est peu courant. Après, c'est vrai que Minnesota, tu vois, c'est l'équipe, cette saison, c'est l'équipe qui a provoqué le plus de lancers francs. Enfin, qui a subi, qui a tiré le plus de lancers francs sur la saison régulière. Et là, ils ont battu les Lakers. On pouvait s'attendre justement à ce côté, à avantage concurrentiel, gros marché, machin, les Lakers, l'arbitrage et tout ça. Et finalement, que nenni, ils ont perdu la bataille des lancers francs face à Minnesota. Mais je te propose de finir sur la dernière série qui n'est pas encore terminée au moment où on enregistre, mais au moment où vous écouterez ce podcast, vous saurez qui, justement, aura gagné le droit d'affronter cette équipe de Minnesota. Donc, je te propose de parler un peu de cette série des Warriors face à Houston. Série des Warriors face à Houston où les Warriors menaient 3-1, qui semblait avoir la série sous contrôle. Enfin, ils perdent que le match 2 avec un retour en grâce du shotmaking de Jalen Green qui a disparu depuis et qui laisse le game 5 entre guillemets en se disant on va finir tranquillement à la maison. Mais on avait vu déjà depuis le game 4 qu'ils ont pris, puisque c'est Fred VanVleet n'arrive pas à convertir la dernière tentative à 3 points, mais il avait déjà commencé à enquiller les 3 points, et il y avait déjà eu Steven Adams qui les gênait bien défensivement. Le game 4 qui se joue sur justement une possession où Sengun qui faisait un carnage sur toute la deuxième mi-temps, là se retrouve face à Draymond Green, il n'arrive pas à terminer, puisqu'il y a un bon deny aussi de Gary Payton qui empêche justement Fred VanVleet de venir proposer une autre solution, et Sengun se retrouve à devoir aller enfoncer Draymond Green. Donc on se retrouve sur une série où les Warriors mènent 3-1, on se dit ils vont finir ça tranquillement à la maison comme ils ont fait contre Memphis. Sauf que entre temps, il y avait eu aussi la série face à Sacramento. Sacramento était allé gagner le game 6, où ils étaient allés gagner le game 6, et finalement les Warriors s'étaient imposés dans le game 7 avec un Stephen Curry magistral à plus de 50 points. Alors, il y a pas mal de choses qu'on a pu noter dans cette série. Je te propose de passer rapidement sur les choses qui, toi, t'ont le plus marqué. Ouais, moi j'avais noté, évidemment, je pense que tout le monde l'a vu, c'est Steven Adams, qui joue et double big line-up. J'ai noté qu'il joue beaucoup avec Sengun, et c'est un peu ce qui pose problème aux Warriors. En fait, on l'a vu, Udoka déployer ça en fin de saison. En fait, on se dit, c'est bizarre de faire ça, parce que là, pour le coup, t'as vraiment un non-spacing un peu fou. Mais en fait, ça marche. Pourquoi? Parce que Adams, il te provoque plein de rebonds offensifs, et même Sengun, d'ailleurs, les deux sont excellents là-dedans. Souvent, ils sont beaucoup plus physiques que les autres. Enfin, quand on voit de toute façon le physique d'Adams, compliqué d'aller box out quelqu'un comme ça. Et Sengun, c'est un peu pareil. En fait, il joue la bataille des possessions à fond, et en tout cas, ça marche. Et ce que ça provoque aussi, c'est ça échange les match-ups, c'est-à-dire quand Draymond Green est sur le terrain, il est obligé de prendre malgré tout Adams, parce que tu veux pas lui laisser un plus petit pour box out. Du coup, Sengun, ça lui laisse par exemple un Butler ou tout autre joueur, et souvent il arrive à prendre l'avantage au poste avec ça. Donc ça t'offre un peu ce double effet où t'as Sengun qui peut attaquer en post-up à un match-up favorable, et au cas où s'il rate le tir, il a en plus Steven Adams qui va aller lui prendre un rebond offensif. Mais il y a aussi défensivement, où en fait quand il y a Adams, la défense elle est vraiment bonne, où il y a les Rockets qui déploient une zone. En fait, c'est une espèce au début, j'ai cru que c'était, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une box and one, parce qu'on voit un joueur qui est en homme à homme avec Curry, avec les 4 qui font une zone, mais en fait il se passe le joueur. C'est un truc hybride un peu, que je pense que c'est la première fois qu'on voit ça, où en fait Stephen Curry est toujours gardé en homme à homme, mais c'est pas toujours le même joueur qui le garde, et les autres sont en zone. Et en fait, c'est pour éviter en fait que les bigs soient exposés sur pick and roll. Et aussi Adams fait une super série, je trouve, en protection de cercle, où à chaque fois qu'il y a un tir au panier, il est là pour contester, ou pour supprimer le tir, ou pour le contrer. Vraiment, c'est vraiment très intéressant, tu vois, la zone qui met entre guillemets en exergue les faiblesses
justement au tir, hein, et le manque de spacing. Encore une fois, ça va être la thématique du jour, mais le manque de joueurs capables de punir à 3 points. Tu vois, ils s'en sont bien sortis, les Warriors, justement, dans ce match 4, parce que Podziemski avait bien mis dedans sur le match, et ce qui a permis, il a mis des paniers importants. On a eu quelques minutes aussi de Buddy Hield, où voilà, il a mis des paniers importants. Et ce qui fait que voilà, ils sont obligés entre guillemets enfin, les Houston utilisent bien, met bien en avant ce côté manque de spacing de OKC, pardon, ce côté manque de spacing des Warriors par rapport au personnel qu'ils déploient. Et même tu vois quand ils mettent Quinton Post, au final tu vois ils essaient de mettre Quinton Post et tu vas avoir Steven Adams dessus, mais au final tu vois c'est un peu une façon de Houston de se dire, ils vont se dire, bah tiens, Post, il a l'avantage, Adams, il va peut-être dropper, donc ils vont lui donner le ballon pour qu'il puisse générer des tirs, mais en fait, un tir généré par Quinton Post, c'est pas un tir qui est généré par Stephen Curry, donc c'est quand même une victoire pour la défense, quoi. Bah, en fait, tu vois qu'il y a clairement ce pari-là qui est fait du côté des Rockets. C'est pour ça bah, qu'ils gardent Curry en homme à homme. C'est tous les autres, on accepte que les autres nous battent, mais pas Curry, en fait. Ouais. On veut pas lui laisser un tir, on veut pas lui laisser le moindre espace, on veut pas le laisser faire leur split action, enfin, ce qu'ils aiment bien faire les cuts, faire les trucs comme ça. Donc ouais, même Podziemski, hein, plusieurs fois ça m'a frappé, ils l'ont laissé ouvert à 3 points, un peu, c'est voulu, hein. C'est clairement voulu parce que c'est pas, même s'il fait une bonne série, moi j'aime bien, bon, d'ailleurs on fait un petit big up à Alan, on sait que c'est son poulain un peu, mais non, mais en plus moi j'aime bien ce que fait Podziemski depuis la trade deadline, bah depuis le trade, il est vraiment mis dans un beau rôle, puis il a ce QI basket, ce côté connecteur, moi que j'aime bien, mais tu sens que le game plan des Rockets, c'est même les shooters bons comme Podziemski, on les laisse shooter, les Moody qui est pas trop mauvais, mais pareil, et même Buddy Hield aussi, c'est ce que j'avais noté, même Buddy Hield, en fait c'est vraiment même, mais Buddy Hield c'est un shooter qui est assez bizarre, c'est un bon shooter mais qui est très irrégulier, donc c'est vraiment, bah les autres faites ce que vous voulez, mais on veut pas que vous mettiez en fait votre jeu de cut en place. Clairement. Et après, parmi les choses qu'on a pu voir aussi, ben, le shot making, hein, cette notion de shot making de Van Vliet, qui fait que la série est un petit peu plus disputée, puisque si Van Vliet ne retrouve pas ce côté shot making, je pense que les Rockets sont déjà enterrés à ce moment-là, puisque on l'avait bien dit, notamment dans la partie preview, que voilà, il va falloir que quelqu'un soit capable de mettre des tirs. Et aujourd'hui, c'est Van Vliet qui arrive à avoir ce rôle-là, que ce soit sur des retours de passe, ou que ce soit sur du pull-up pur en sortie d'écran. Il arrive justement à envoyer quelques 3 points qui permettent à l'attaque non seulement qui permettent à la défense de se replacer et du coup de limiter la transition des Warriors, mais qui aussi permet à l'attaque de Houston de respirer un petit peu plus. Attaque de Houston qui arrive à bien gérer Jimmy Butler. Je te laisse un peu parler de Jimmy Butler, tu m'en as parlé en off. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Butler? Ouais, bah c'est un peu, moi je le trouve pas hyper transcendant sur cette série. Je pense qu'il y a la blessure qui joue, hein, très clairement à mon avis, parce que c'est vrai qu'il y a même le game, c'est lequel, le 4 du coup, où ils prennent 3-1 dans la série, où c'est un peu lui qui met les paniers à la fin, qui prend le rebond offensif, mais il y a plusieurs positions, tu le vois vraiment grimacer, où il a l'air d'être gêné. Il est pas en forme. Mais c'est vrai que à l'orgueil face à Dylan Brooks. C'est ça. mais c'est un peu aussi ce que tu disais, c'est la dépendance à Curry, parce que en fait Butler, avec son intelligence, tout ça, en fait, il profite de la gravité de Curry pour aller se créer des paniers faciles. Bon, il y a pas tout le monde qui est capable de le faire, mais lui, il le fait extrêmement bien, où il va cutter au bon moment, il va jouer un peu avec la défense comme ça. Mais c'est vrai que même des fois, il y a des minutes sans Curry où c'est un peu, bah, tu l'attends dans ce rôle-là, où tu l'attends en relais, ou dans ses drives, qu'il fasse du playmaking, qu'il aille provoquer des lancers. Et c'est vrai que bah tu le vois pas en fait. C'est beaucoup de pull-up contestés, surtout là les 2 derniers matchs où il provoque pas en fait vient pas provoquer une prise à 2 ou un défenseur qui vient un peu aider et profiter de son playmaking. On n'a pas ça. En fait, c'est une attaque qui se génère pas des tirs faciles, qui essaye de jouer avec des pull-ups, mais c'est clairement pas la force de ces Warriors, parce qu'à part Stephen Curry,
personne n'est vraiment capable de faire ça en fait dans cet effectif. C'est normalement censé être un peu Butler de prendre un peu ce relais de créateur, mais tu le vois pas quoi. Donc ça va être clé, je pense, pour ce match 7, un peu de retrouver peut-être un Butler dans les minutes sans Curry ou qui prenne un peu ce relais là quoi. Ouais. Bah écoute, on aura la réponse justement en soirée. Qu'est-ce que tu penses pour le match 7? On essaie de se mouiller un petit peu, mini prono. Euh, enfin, C'est dur à dire. c'est dur à dire, mais enfin, je pense qu'il y aura du Hack Adams. Je pense que Kerr il va faire du Hack Adams en fait, puisque Adam tu vois sur Il l'a déjà fait le game, ouais, game les 4 deux derniers ouais, matchs. game 4 Bah, aussi il a testé. le game 4, ça a même bien marché Ouais, puisque Udoka le sort il tout le de sort tout de suite. suite, ouais. Ouais. Par contre, au dernier match, là, le 6, ça a pas du tout. Enfin, en tout cas, il est resté sur le terrain. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bah, de toute façon, je pense que la clé, pour moi, si les Warriors gagnent, c'est bon, peut-être il y aura du shot making parce que c'est sur un match, mais c'est s'ils arrivent à suffisamment battre la zone. Parce que même si j'ai vu quand même des bonnes séquences où ils arrivent à générer des bons tirs, mais c'est des tirs aussi que, comme on disait, que les Rockets veulent, c'est des role-players comme Podziemski ou, ou Moody ou Quinten Post qui prennent. Donc, bah, s'ils rentrent ce soir-là, bah, ils gagneront. Mais je pense que ça va clairement se jouer là-dessus. Ça va se jouer s'ils arrivent à battre cette zone-là des Rockets, ou alors ça peut aussi être Jalen Green qui fait pas une très bonne série, mis à part le match, c'est le 2 hein, qui gagne, mis à part le match 2 où il est très bon, il suffit qu'il sorte un peu de sa boîte et ça peut faire basculer le truc. Ouais. Allez, pour l'histoire et pour le panache, allez, pour l'histoire et le panache, on va dire les Rockets. Ça sera Ouais, certainement clippé, hein, pour j'ai l'histoire bien et le envie de dire panache. Houston parce que bon, en plus moi c'est vrai que j'aime bien plusieurs joueurs chez eux, Amen Thompson, Tari Eason, c'est des joueurs que j'aime bien. C'est vrai que en fait j'aimerais bien voir une série Wolves Rockets. Hein. Ouais, parce qu'au final, tu vois, toutes les équipes de vétérans se sont fait un peu sortir. Tu vois, les Lakers, LeBron, il est plus là. Euh, Kawhi et James Harden sont plus là non plus avec leur Oui. escouade de vétérans. Bah, c'est les derniers qui restent, hein, les Warriors. Potentiellement avec Draymond Green, Jim Butler, Stephen Curry. Ça ferait un peu mal à ESPN pour le coup. Ouais. Après, je pense que les Warriors seront favoris même s'ils sont à l'extérieur. Mais ouais, pour le côté passage de témoin, ce serait, allez, j'aurais pronostiqué les Rockets. Je vais dire pareil. Et voilà, on va se faire encore une fois atomiser dans les commentaires par les fans des Warriors qui nous aiment pas, qui nous aiment pas et qui pensent que on a forcément quelque chose contre leur équipe. Mais écoute, dans l'ensemble, je trouve qu'on a fait pas mal le tour de toutes les séries. Ben, n'hésitez pas, nous, à interagir avec nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les commentaires Twitter et les commentaires pardon, de YouTube. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, Podcast Addict, Spotify euh, et dans sais-je. Et on se retrouve bientôt pour le début des post-mortem et aussi peut-être pour continuer à parler des playoffs. Matt, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bah écoute, bah des bons playoffs, hein, puisque Eh bah mon oui, équipe, de toute façon, ils sont plus en playoffs, donc... une bonne loterie. Ah si, j'allais dire oui, un top 6 quand même, chaud, Ouais, qui un top arrive dans 6 une choix. semaine, hein, Ouais. c'est bientôt, ouais. Mais ouais, effectivement, bah, le prochain enregistrement potentiellement, on saura déjà si Philly a son pic ou si le Ouais, pic part à OKC. ouais. Il y Encore en eux. aura il y en aura un de l'équipe qui sera content. Exactement. Bah écoute, bah, en tout cas merci à toi de m'avoir accompagné ce soir pour faire le tour des séries. Et puis ben on vous dit à bientôt. Salut! Salut tout le monde!